Bonjour, ici William Valker, Et Milan Femme, et bienvenue à Pas pas sorti sorti du du bois. bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km. C'est la Minute NAC, une nouvelle initiative qui remplace les petites pubs de début d'épisode. À partir d'aujourd'hui, puis pour les mois à venir, chaque Minute NAC va être différente. Des fois, ça va être des petites capsules sur la nutrition. D'autres fois, je vais avoir des invités qui vont venir vous parler de leur expérience avec la nutrition en entraînement ou en course. Il y a même des fois où ça va être des anecdotes. Bref, on va garder ça vivant. Ça va changer à chaque semaine. On entre dans la 3e année de ma collaboration avec NAC, puis j'ai proposé à Will et Min de faire les choses différemment. Par contre, s'il y a une chose qui ne change pas, c'est le rabais de 15% sur votre première commande sur le nacbar.com avec le code promo pas sorti du bois. Vous le savez, PASSORTIDUBOIS. Puis tant qu'avoir un rabais, gâtez-vous puis essayez les 2 nouvelles sortes de gaufres, chocolat et sirop d'érable. Je m'en suis jamais caché, je suis en amour avec ces gaufres-là, puis ils m'ont sauvé la vie une couple de fois pendant les courses. Ça contient tout ce que vous avez besoin pour vous supporter grâce à une petite révolution qui est signée NAC, l'Ultra Énergie. Des produits complets qui contiennent tout ce que vous avez besoin pour vos longues journées dans le bois. Bon, assez parlé. Je vous laisse à votre épisode. Bonne journée puis bonne écoute. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 120 de Pas sorti du bois. Une nouvelle dizaine qui commence. À chaque dizaine, il y a des changements des fois, des nouveautés. Là, non seulement il y a une nouveauté, vous l'avez entendu en intro dans la petite pub, mais là, je reçois 2 invités que, les gars, je pense que c'est quasiment un sacrilège que ça ait pris 120 épisodes avant de vous recevoir. Vous êtes dans l'aventure Pas sorti du bois, vous êtes impliqués, vous collaborez avec moi depuis quasiment les tout débuts. William, Min, bienvenue à Pas sorti du bois, enfin. Merci Yannick, merci. Très content d'être là avec toi. Merci pour l'invitation, Yannick. On est super heureux. N'hésitez à venir quand même Ah oui. parce que justement, il a dit c'est quand même le 120e épisode. On n'a toujours pas été invité à pas sorti du bois. Bon bref, il s'est quand même décidé. J'ai dû le convaincre, mais bon. Non, mais j'attendais d'être rendu à mon meilleur. Tu sais, je veux dire, avec le temps, on s'améliore. Vous le savez, vous avez un podcast vous aussi. Au début, on prend nos aises. Je me suis dit là, à 120, je pense que j'ai atteint ma vitesse de croisière. C'est le temps de le faire. Moi, c'est drôle. Dès que j'ai lancé le podcast, j'ai un fichier Word que je garde dans mes choses où je liste mes invités, ma wish list, là, mes invités que j'aimerais recevoir. Puis vous êtes là ensemble dans cette liste-là depuis. Vous avez fait la première couple, la première sélection, vous étiez là. À un moment donné, les choses ont déboulé, puis il fallait trouver le moment. Mais là, c'était le temps de vous recevoir. Donc, je suis vraiment content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Ben, On savait que ça allait pareillement. arriver, donc on est super content. Écoute, Et voilà. la 120e, je laisse un chiffre rond, c'est parfait. Exactement. Puis là, ceux qui écoutent, bien sûr, on va parler de NAC. On est les 2 fondateurs, mais je vous rassure, ce n'est pas un épisode info-pub. Au contraire, j'arrête pas de dire depuis que je consomme les produits NAC ou depuis que j'en parle dans le podcast que NAC, c'est fait par et pour les athlètes d'endurance. Pour, vous le savez, là, il y a des milliers de personnes qui consomment ces produits-là, mais le par les athlètes d'endurance, on les a les 2 aujourd'hui. Puis je vais vouloir qu'on commence d'abord à parler de l'histoire sportive de ces 2 athlètes-là. Puis ensuite, on parlera d'entrepreneuriat parce que je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant. Puis de lancer un produit dans un marché comme le Québec, dans un sport comme le sport d'endurance qui est très niche, c'est tout un défi. Puis je suis sûr que votre histoire entrepreneuriale va résonner auprès des gens. Mais là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les gars, qu'est-ce que vous buvez de votre côté? Will, t'as une bière, je pense? Écoute, j'ai une bière, puis tu vas voir que j'ai Oh bien là choisi. là. Donc, je suis allé avec la Noctem Kitty Kitty Nano IPA, assez légère pour finir cette journée. Elle est Très kitsch un peu, fort. hein. Il y a un chat il y a un chat dessus. Ouais, c'est les designs un peu de Noctem qui sont un peu funky, mais qui sont vraiment cool. Ah ben là, t'es vraiment de pile poil dans le partenariat parce que là, Noctem est partenaire du podcast, là, t'as une bière. On dirait que tout ça t'est arrangé avec le gars des vues. Mine, est-ce que tu as trouvé de la Noctem en Colombie-Britannique? Alors moi, je suis pas aussi kitsch que William. J'ai une bubbly. Je suis un peu moins fun. Écoute, j'ai pas d'alcool, j'avais pas de bière chez moi. Ben écoute, c'est sage. Écoute, Will, t'as une nano IPA, moins forte en alcool. Mine, t'es sur l'eau pétillante. Moi aussi, je suis allé dans le sage avec Noctem, bien sûr. Une Calaca. Le design est assez funky. C'est un chat, mais on dirait un peu plus inspiration. J'ai l'impression plus mexicaine, hein, tout ce qui est floral et Un tout, peu c'est Maya. magnifique. Une gauze au citron confit à 3,5%. Fait que, écoutez, on est jeudi soir, on a décidé d'être sage tout le monde ensemble, on dirait. Cheers, les gars, merci d'être là. Mais cheers. Cheers. À la vôtre. Bon,
avant de parler de l'histoire entrepreneuriale, je pense que c'est important qu'on campe un peu qui vous êtes parce que vous êtes des entrepreneurs. L'entreprise que vous avez créée, des très connus, de plus en plus connus à l'échelle même internationale dans notre sport. Mais les gars derrière, on les connaît un peu moins. Mine, du coup, qu'on commence avec toi. Parle-moi de ton parcours sportif qui t'a mené jusqu'à créer des produits pour le sport d'endurance. Alors, mon parcours sportif, il commence en France. J'ai commencé à faire du tennis. Mon père était prof de tennis, donc j'ai vraiment baigné dans ce sport-là depuis mon plus jeune âge. J'avais 4 ans, je pense. Et j'ai fait du tennis, vraiment pendant très longtemps, à un niveau très compétitif. C'était vraiment ma passion, donc je suis vraiment rentré dans le sport là-dedans. Et après, j'ai fait mes études, j'ai voyagé, donc j'ai mis un peu le tennis de côté. Mais je me suis tellement investi dans ce sport-là que ça a vraiment fait partie intégrante de ma personnalité et de mon lifestyle. Et après, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai rencontré William. Et puis, on avait une bande d'amis qui se lançaient des défis et on a décidé de se lancer un défi de faire un triathlon et c'est comme ça que je suis rentré dans les sports d'endurance. Donc voilà, Okay. en se disant en 2014, on va se lancer, on va faire un triathlon ensemble. Puis qu'est-ce qui a amené le passage de la France jusqu'au Canada? Alors pour diverses raisons, tu sais, j'ai fait une école de commerce en France. Après, donc j'ai voyagé au Vietnam. Je suis d'origine vietnamienne, mais mes parents et ma famille sont de là. Et j'ai fait un stage après pour une compagnie américaine qui s'appelle Groupon, qui m'a amené au Canada pour ouvrir les bureaux de Groupon Canada à Montréal. Donc c'était une super belle opportunité. Au début, c'était juste un stage. Je devais rester 6 mois. Et ça s'est tellement bien passé, j'étais content. Donc, ils m'ont proposé un poste. Et puis, rapidement, je me suis installé, j'ai fait ma résidence. Et là, ça fait depuis maintenant 12 ans que je suis au Canada, quoi. Wow, c'est ça. En fait, moi, je faisais les petites recherches pour voir un peu, tu sais, je vous connais, mais je voulais voir un peu les courses que vous aviez fait, autant en triathlon qu'en trail. Et je voyais le petit drapeau canadien à côté de vos noms. Je me suis dit, OK, cool. On a vu comment ça a été compliqué pour Mathieu Blanchard d'avoir cette citoyenneté-là. Puis ça a été compliqué pour l'entrée au pays. Je me suis dit, là, regarde, William et Mine, c'est fait, c'est chose faite, le drapeau canadien. Et vous avez adopté le Canada, je comprends. Là. Tout à fait, oui. Ah ouais. Ouais, on adore. Puis la première fois que je suis arrivé ici, là, j'ai de suite adoré. Et je pense que aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'avant le Canada, j'avais fait genre 1 an au Vietnam. Et là-bas, tu as une pollution qui est pas possible. Tu as énormément de trafic, c'est vraiment pollué. Et quand je suis arrivé au Canada, j'ai eu vraiment ce bonheur de respirer un air pur, de voir la nature, les grands espaces. C'est pas une grande concentration d'êtres humains et je me suis dit waouh, c'est un luxe. Et moi qui suis genre amoureux de la nature, ça m'a plu de suite et je me suis dit je veux rester ici. Les grands espaces, puis c'est intéressant la portion de pollution parce que ça fait partie aussi de votre démarche entrepreneuriale, tout l'aspect environnemental, on pourrait y revenir. Will, de ton côté, j'ai le goût que tu nous parles de ton parcours sportif jusqu'à cette rencontre-là avec Mine, puis je pense qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir avancer en parallèle parce que vos parcours sportifs semblent avoir été fait main dans la main à travers de ce premier triathlon-là jusqu'à un 125 à Ricana ensemble. Mais parlons de toi, Will. Oui, tout à fait. En fait, ça a été le moment de la réunion. Et en fait, avant ça, un peu comme Mine, moi, j'ai eu une grosse histoire avec le sport, en fait, depuis ma plus tendre enfance. J'ai commencé, tu vois, à 5-6 ans, tu vois, à faire mes premières inscriptions dans des clubs de sport. Puis, je suis passé par une diversité de sports très, très importante jusqu'à la natation. Qui a été le sport que j'ai pratiqué pendant le plus longtemps à partir de mes à peu près 14 ans. 14 ans jusqu'à 20 ans à peu près. Et là, en fait, de manière très compétitive, donc avec des entraînements journaliers et bi-quotidiens très régulièrement, participation, tu vois, dans les championnats de France National 2. Donc, tu vois quand même un bon niveau et déjà un goût pour les sports d'endurance qui me plaisait dès le début, toute cette recherche un petit peu de la connaissance de soi, de la connaissance de ses limites, de surtout compétitionner contre soi-même avant toute chose, d'essayer de s'améliorer, de peaufiner certains détails pour devenir meilleur en fait dans la discipline.
C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé intéressant. J'ai toujours aimé aussi cette douleur en fait de se pousser un petit peu justement dans cette zone rouge qui est souvent une zone dans laquelle on va chercher à être confortable dans l'inconfortable. Et je trouve que quand tu t'investis vraiment dans cette démarche d'entraînement pour progresser, tu en récoltes en fait assez rapidement les fruits et c'est tellement gratifiant de se sentir en fait rapide, endurant, à l'aise en fait dans la discipline en allant gravir certains paliers en fait et en faisant des choses qu'on aurait pensé impossibles en fait au début de la pratique. Donc très rapidement, je suis rentré dans un groupe en fait de sport-études. En ayant zéro pratique en fait de la natation à la base et j'ai été projeté en fait de zéro entraînement à genre 4, 5, 6 entraînements par semaine très rapidement. Donc ça a été vraiment intéressant d'avoir cette progression assez rapide. Et puis après ça, un peu comme Mine, j'ai été lancé dans mes études, donc avec une réduction de ma pratique sportive et puis une intensification des soirées et de profiter vraiment de la vie étudiante à fond. J'étais en école de commerce aussi, donc ça faisait partie un peu de la réussite scolaire, tu vois, de s'intégrer socialement et puis de découvrir cette vie un peu plus fêtarde. Une époque où on ne fait pas juste de la nano à pied, je comprends. Là. Non, c'est ça. Là, c'était un peu plus intense. Mais c'est vrai que je ne regrette pas du tout d'avoir profité à fond de ces années-là. Mais quand je suis arrivé après mes études, je suis parti au Québec. Et c'est là que j'ai décidé de me reprendre un petit peu en main, en fait, et d'adopter un rythme de vie un petit peu plus santé. Donc, je suis allé à Sherbrooke. Moi, j'ai atterri à l'université de Sherbrooke pour faire une maîtrise en marketing. Okay. Et là, je me suis connecté tout de suite avec le centre sportif. Je suis allé rencontrer l'entraîneur de natation pour voir si je pouvais rentrer dans l'équipe justement de l'université de Sherbrooke, des Verts et Or. Et c'est vrai que bon, il me demandait, tu vois, de faire certains entraînements minimales et c'était pas mon objectif à ce moment-là. Je voulais vraiment réussir mes études. Donc, j'avais décidé de ne pas embarquer avec la natation et je me suis remis à courir tout doucement et à pratiquer du squash, des sports de raquette un peu plus, pas au niveau de Mine au tennis, qui est un joueur vraiment exceptionnel de tennis. Mais voilà, quoi, c'était un goût pour le sport un peu plus loisir et un peu plus ludique. Et après ça, donc j'ai rencontré Mine en fait chez Groupon lors d'un entretien d'embauche parce que comme il disait, donc il a pris la direction en fait de Groupon au Québec, m'a rencontré à la suite de mes études et on a tout de suite accroché en fait lors de notre premier entretien d'embauche. Et l'histoire a commencé à s'écrire à partir de là. Et quelques mois après, en fait, on a eu justement ce lancement de défi avec un groupe de potes qu'on avait en commun sur allez, let's go, on fait notre premier triathlon. Et c'est là que la compétition a commencé à rentrer en jeu et que on sait très bien comment ça se passe dans les groupes de potes. C'était de savoir qui est-ce qui allait remporter ce premier triathlon et donc on a commencé à tous se chambrer et puis à s'entraîner chacun de notre côté, certains plus que d'autres, avec justement la volonté de se pointer sur la ligne de départ, prêt à en découdre les uns avec les autres pour s'amuser à travers ce défi sportif, quoi. Un esprit compétitif, je pense qu'il devait déjà être là dans vos deux cas. Mine avec le tennis, Will avec la natation. C'est sûr que là, avec la testostérone et la compétition de gang de potes, c'est sûr qu'il y avait un côté compétitif. Là, les autres ne sont pas là pour se défendre. Est-ce qu'on peut savoir qui a gagné dans le groupe de gars? Ok, c'était une belle bataille. C'était une belle bataille, mais de loin, Will et moi, on était les plus rageux, on va dire, et les plus compétitifs. On s'est entraînés vraiment comme des brutes. Et William a fini premier. C'était un triathlon olympique à Tremblant en 2014. OK. Puis j'avais un avantage avec forcément la pratique de la natation, qui était un peu plus inné chez moi et nécessairement une proximité avec les sports d'endurance. Même la course à pied, j'ai toujours couru un petit peu, même si c'était pas du tout compétitif, mais j'ai toujours été assez proche de ce milieu-là. Mais je me souviendrai toujours de Mine qui m'avait doublé en vélo dans cette montée à Tremblant et c'est vrai que là j'avais perdu tous mes moyens. Je me dis c'est pas vrai qu'il m'a déjà rattrapé sur le vélo et du coup je misais vraiment sur la course à pied pour revenir et au final j'ai réussi à finir devant, mais on a eu plein d'autres triathlons où Mine a pu prendre sa revanche, je vous rassure. Et pour l'histoire qui était très très marrant, donc j'avais doublé William donc sur la montée Ryan, je crois, et puis après donc j'étais parti en course à pied et j'avais dû faire une pause toilette, genre un truc comme 1 kilomètre après, et puis William il m'avait juste déposé à ce moment-là
Donc, il m'avait vu et puis il était mort de rire. Et puis après, je l'ai plus revu, bien sûr, mais c'était vraiment marrant. Non, mais parce que le pire, c'est que pendant en fait toute la partie de préparation, Mine, il me chambrait en me disant je vais te doubler sur le vélo, je vais te déposer. Et c'était, je pense, dans la montée de Duplessis, mec, que tu m'as mangé. Et là, j'y croyais pas. Je me disais putain, mais c'est pas vrai. Et en plus, je pensais lui mettre vraiment plus de temps que ça sur la natation. Je l'imaginais pas arriver aussi vite. Et là, c'était en pleine montée. C'était pas du tout ma force. Mine était super musculaire et tout ça. Et montait vraiment très, très bien. Hyper léger en fait sur son vélo et tout. Et là, je me suis fait déposer et j'étais dégoûté, quoi. Et les deux, vous dites, vous êtes mis à l'entraînement très sérieux pour ce défi-là, pour l'aspect compétition, mais les deux, c'était votre première fois à s'entraîner dans ce sport-là, dans ces sports-là, dans l'entraînement triple qui est du triathlon. Puis même si c'est le triathlon olympique, il y a quand même une notion d'endurance parce que c'est 3 sports successifs. Après avoir fait du tennis, natation, là, on touche peut-être une nouvelle portion qui est l'endurance. Mine, comment tu as trouvé ça de lâcher la raquette puis de te mettre sur l'endurance comme ça? Honnêtement, j'ai trouvé ça difficile. Pour moi, c'était dur parce que c'était vraiment la découverte d'un tout nouveau sport. Parce que les sports de raquette et les sports d'endurance sont vraiment différents. Dans le tennis, tu as plus une confrontation. C'est plus un combat de boxe. Tu as un gars en face de toi, puis il faut jouer souvent avec la psychologie. Tu as aussi la stratégie, etc. Et là, c'est vraiment différent parce que tu te bats contre toi-même. C'est vraiment, jusqu'où est-ce que tu es prêt à te pousser, à te faire mal, etc. Donc, c'était vraiment une toute nouvelle découverte pour moi. Et justement, Will, il m'a beaucoup aidé pour comprendre c'était quoi le mindset à avoir pour aller performer dans ce sport. Et ça a pris du temps, mais j'ai adoré vraiment tout le process d'apprentissage. Je suis quelqu'un de très, très curieux à la base. Et donc, tout ce qui est nouveau, pour moi, c'était vraiment un plaisir d'apprendre. Mais je t'avoue que ça m'a quand même pris pas mal de temps, je dirais, pour comprendre ce que ça prend pour être bon dans ces sports-là. Oui, puis tu sais, quand on arrive à des sports qui sont plus de rapidité ou d'explosion, tu sais, le tennis en est un. J'ai déjà parlé à des gens, des coureurs qui arrivaient du soccer, du football. C'était des sports où on est vraiment sur l'explosion. Puis moi, mon parcours, j'ai fait plein de sports, un peu de tennis aussi, mais du football américain aussi. Puis quand tu te mets à courir, même dans les entraînements de football américain, c'est explosif, c'est des sprints. Puis même tes entraînements cardio, c'est des 10 minutes à fond la caisse, tu goûtes le sang dans ta bouche. Quand tu te mets à courir la première fois, tu penses qu'il faut aller à cette vitesse-là. Puis c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, je suis retombé dans mon fichier Excel que j'ai depuis 12 ans. Puis ma première sortie de course, j'étais à 4,45. Puis j'étais comme, c'est vite pour commencer la course. J'ai fait 2,5 km puis je voulais mourir. Puis à un moment donné, on m'a appris qu'il réduit la vitesse, tu vas augmenter les durées. Puis à un moment donné, tout ça se place et on apprend là-dedans. Mais quand on arrive du sport explosif, c'est difficile de prendre un pace qui aujourd'hui, on sait que c'est de la zone 1, par exemple, ou de la zone 2 où on est très confortable, là. C'était exactement ça. Je me souviens, tu vois, de toi, Mine, qui me rapportait tes entraînements que tu faisais et tu me disais, putain, je suis sorti et tout. Tu avais fait des tours du parc Laurier à balle. Il courait à fond pendant autant de temps qu'il pouvait. Et puis après, il revenait et tout. Je disais, attends, mais faut pas tout le temps courir à fond, tu vois. Faut te pacer, faut faire des entraînements différents, tout ça. Mais c'est sûr que quand tu n'as pas baigné en fait dans cette culture-là, tu peux pas le savoir. Donc, faut commencer à découvrir tout un nouveau milieu et changer certains concepts, certaines habitudes que tu as dans ta manière de t'entraîner. Et c'est vrai que Mine, pour ça, il est génial parce qu'il adore, comme il dit, avec cette curiosité, aller apprendre, aller progresser. Et très rapidement, en fait, il s'est mis dans le processus d'apprentissage pour devenir meilleur là-dedans et puis intégrer les différents concepts, quoi. Ouais. Là, vous dites, Will, tu disais, là, Mine a pris sa revanche sur d'autres triathlons. Il y en a eu combien comme ça des triathlons qui se sont suivis dans les années après cette première expérience-là? Il y en a beaucoup. Une bonne question, ouais. Parce que juste après ce défi-là qu'on s'est lancé, avec Will, on a adoré ça. Donc, on s'est inscrit de suite après dans un club de triathlon, les Chicken de Montréal. Et donc, de là, on a fait plein de triathlons. Je pense qu'on a dû faire une quinzaine. Du sprint à l'Olympique, au demi-Ironman, à l'Ironman, à l'extrême Ironman. OK, vous êtes rendu jusqu'à l'extrême Ironman? Ouais, le Canadaman. On a fait la première édition du Canadaman et puis c'était notre premier Ironman aussi. Et c'est comme ça qu'on a découvert vraiment la très longue distance. Ouais. Mais c'est vrai que quand on a eu la piqûre là au début, après on n'a pas arrêté, quoi. On se planifiait 3, 4, 5 tu vois, triathlons par saison
Et à l'époque, ben voilà, on était aussi un peu moins occupés que maintenant, une vie familiale aussi un peu plus légère. Et du fait, ben voilà, on s'occupait nos week-ends en allant faire des week-ends en chalet avec les amis et puis en planifiant des triathlons. Et on découvrait aussi en parallèle le Québec comme ça. Donc c'était top pour nous quoi à ce moment-là. Nos copines n'étaient pas très contentes. Hein. Non, non, je confirme. J'ai failli être proche du divorce pour cause de trop d'entraînement de triathlon et trop de participation à des courses. Trouver l'équilibre là-dedans. Hein, puis je suppose que c'est pas plus facile aujourd'hui, Will, avec un premier enfant et un deuxième, on peut-tu le dire? Je sais pas. Oui, tout à fait. Je suis en train de brûler un punch, mais bref, un deuxième en route. Un deuxième en route. Non, c'est sûr que ça change. Hein. Ça change complètement la dynamique, ça change aussi les centres d'intérêt. Hein. J'ai de plus en plus de temps, envie de passer du temps avec la famille et du fait moins sur les sentiers. Et la problématique un peu de ce sport-là, c'est que c'est un sport qui, même si on peut le pratiquer en groupe, c'est un sport qui reste assez individuel et qui peut te sortir un petit peu justement voilà, de ta famille. Et donc, quand tu vas passer du temps dans les sentiers, tu es absent de ton foyer. Donc, des fois, c'est un peu difficile à gérer, je trouve, surtout quand on veut s'envoyer des gros volumes d'entraînement et qu'il faut faire des grosses sorties la fin de semaine. Puis après, quand tu rentres chez toi, t'es mort. Donc, tu vois, ça devient super difficile après d'être présent bien aussi à la maison. Donc, quand tu essayes de tout faire à fond tout le temps, le business, la famille, le sport, ben, y a des moments où tu te brûles, quoi. Exact. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage, ça aussi. On a tout un moment où on en a trop pris, puis à un moment donné, le nombre d'heures de sommeil se réduisait, puis il y a trop d'activités à droite à gauche. Puis à un moment donné, c'est la vie qui te ramène, un peu comme quand tu sors courir autour du parc à fond la caisse, puis à un moment donné, un ami te dit tu as le droit de réduire la cadence, c'est correct. Tu sais, Yannick, tu le sais, quand tu fais des sports plus de vitesse et d'explosion, tes entraînements de course à pied, c'est juste des intervalles, c'est des sprints. Donc, je m'entraînais comme ça parce que c'est juste ça qu'on connaît. J'avais que cette connaissance-là. Yes. Tu as parlé, Will, des sentiers, le Canada Man, première épreuve avec peut-être de la montagne et tout ça. À quel moment il y a eu le déclic ou la découverte du trail de votre côté? Bah, en fait, on a découvert le trail au Canada Man. Ah oui, c'est ça. On s'était pas assez bien renseigné sur le parcours. On savait qu'il y avait du hors sentier et du hors route, des sentiers sur la fin du parcours. Mais on n'était pas allé faire de reconnaissance. On savait pas ce que c'était que de courir en trail. Et en tout cas, moi personnellement, je l'ai pris en pleine figure, quoi. Enfin, cette fin de Canada Man, ça m'a tué, quoi. J'ai découvert ce que c'était que de courir en sentier et à quel point c'était difficile et à quel point ça prenait un entraînement vraiment spécifique. Donc moi c'est là que j'ai découvert en fait vraiment qu'on pouvait faire de la course là-dedans. Et après ça, en fait, on est parti dans l'Ouest et là, pour le développement de NAC justement. Et là, on a commencé on s'est dit c'est cool d'aller courir dans les montagnes. Et là, on est allé découvrir plein de trails dans les montagnes. Et là, on a commencé à être grisé en fait par la course en sentier. On s'est dit putain, c'est fou. Et après ça, on a commencé à baigner là-dedans et puis à s'inscrire à une première course, puis une deuxième, et puis à faire un 125 km, quoi. C'était la grande révélation. Quand on est parti dans l'Ouest, là, en van, donc pour faire un peu le lien avec NAC, c'est que on avait donc lancé NAC bien au Québec. On avait fait toute une saison de triathlon. On avait fait le Canada Man. Donc là, on s'est dit, bon, on va aller découvrir l'Ouest canadien, voir à quoi il ressemble le marché là-bas. On est parti 3 semaines en van. Et donc dans les Rocheuses, puis après à Whistler, on avait passé une semaine à Whistler pour avoir un boost à l'Ironman là-bas. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que le matin, on se levait avec Will, on allait nager donc, au lac à côté de Whistler. Et puis, donc, on allait travailler toute la journée. Et puis, le soir, on allait découvrir des sentiers. Et puis, on a une révélation de folie parce qu'on allait dans des sentiers. Puis, ça ne s'arrêtait jamais, quoi. On se perdait. Au final, on regardait notre montre. Waouh, genre, on a déjà couru 2 heures. On s'est dit waouh, on va. Ouais, puis à Vancouver et Calgary, là, souviens-toi, tu sais, on s'entraînait tout le temps avec les clubs de course parce que c'était un peu notre méthode pour connecter avec la communauté là-bas. Donc on écrivait quand on était sur la route là, en arrivant à tous les clubs de triathlon et tout ça. Puis on disait quand est-ce qu'ils sont vos entraînements, est-ce qu'on peut venir s'entraîner avec vous, tout ça. Puis la plupart des gens, ils nous répondaient de manière positive. Et en fait, on était à 3-4 jours après notre Canada Man là, donc on était brûlés. et en fait, là, on se bookait des entraînements matin et soir, puis on se splittait parce que des fois on en avait 2 le matin et tout ça. Et donc, on allait s'entraîner avec différents groupes.
Et du coup, on découvrait d'autres personnes, d'autres communautés. Et quand on a commencé à monter, en fait, justement, vers Squamish et tout ça, là, on est tombé sur des clubs de trail. Et là, on a commencé à aller s'entraîner aussi avec des clubs de trail, plus dans la forêt. Et on a découvert aussi par cette manière-là, quoi. Et à ce moment-là, quand vous avez découvert la trail suite au Canada Man, ça faisait combien de temps que NAC était lancé? On pourrait revenir à la genèse de tout ça, mais juste pour qu'on le comprenne dans le temps. C'était 2016, je pense. OK. Fait que c'était les débuts Canada, encore. 2017? Je crois que c'était 2017. Donc, Et ça on a faisait lancé en un an. 2016. OK. Donc ça faisait C'était un an, vraiment ouais, c'est ça. les débuts. Puis aujourd'hui, c'est drôle de voir que vous avez aussi pris ce sentier-là vers justement la course de trail. Je voyais ce que vous avez fait dans les dernières années, puis j'ai pas vu des triathlons, mais j'ai vu beaucoup de courses de trail. Puis on voit que NAC aussi je ne sais pas si c'est une transition, on pourrait y revenir, mais ça reste qu'aujourd'hui, c'est rendu une marque qui est axée vraiment beaucoup sur le trail running. Puis je me rappelle, la première année, quand j'avais été ambassadeur, on était autant de triathlètes que de coureurs de trail. C'est vrai. Et aujourd'hui, il y a une bascule qui se fait, je pense. Oui, tout à fait. Il y en a une couple là-dedans qu'on a vu basculer eux aussi du triathlon à la trail. On salue Joanie d'ailleurs, Joanie Desroches. Mais il y en a plusieurs qui ont fait cette bascule-là. Donc, à quel moment on est dans l'Ouest, on découvre les sentiers, puis à quel moment on s'inscrit à une première course de trail pur et dur, là, pas le Canada Man, mais vraiment un événement trail? C'était quand, Mine, qu'on a fait le Xterra on avait fait un 8 km au Xterra et je me demande si c'était pas avant le Canada Man, en fait. Ouais, c'était avant, ouais. Je crois que c'était avant le Canada Man. Je pense que ça devait être cet été-là. C'était le Xterra au lac Beauport, je crois, non? Ouais, exactement. Ouais. Parce qu'on était là-bas donc pour le triathlon et en fait, on restait debout tout le week-end et puis on se calait des entraînements en même temps. Puis ils nous avaient proposé de courir la course et on s'était dit, go. Et je pense que c'est ça qu'on avait fait, je ne sais plus si c'était un 8 ou un 12 km en trail là-bas dans les sentiers du lac Beauport qu'on avait adoré. Et puis après, le premier, en fait, moi je crois que le premier, c'était le Gaspésia, le 50 kg du Gaspésia 100 que j'ai fait, je pense, le 55. Ça commençait d'où? Oui, c'est ça. J'avais pas couru de marathon sur route encore. Mais il y a eu toute une période aussi après le triathlon où on a fait quand même pas mal de routes. On a couru des 10 kilos, des 21. Puis on a fait un marathon après. On a fait un marathon sur route, mais j'ai fait mon marathon sur route après avoir fait de la trail. Je pense que j'avais fait. Ouais, je l'avais fait après le 65 kg de l'UTHC que j'avais abandonné d'ailleurs. Et j'étais un peu déçu d'avoir abandonné. Je m'étais dit, je me remets un autre truc. Et puis, il y avait 2 semaines après, il y avait le marathon de Montréal. Donc, j'ai fait mon premier marathon comme ça sur route. Mais on a un peu joué entre les deux disciplines. Mais je pense qu'Aspiration, c'est quoi, Mine, toi, ton premier Moi, mon premier vrai donc ultra trail, c'était l'UTHC 65. OK. Et c'était en 2019. OK. Ouais. On l'avait fait ensemble, Will. Peut-être que tu avais fait le Gaspésia 50. J'avais fait le Gaspésia avant, j'avais fait le 55 avant, c'était ma première distance. J'étais monté avec des amis pour faire un trip en moto en fait en Gaspésie, puis NAC était partenaire du Gaspésia. Donc on avait toute notre équipe là-bas et tout, et du coup j'avais couru le 55 kg et c'était ma première expérience en fait sur du trail, enfin de l'ultra trail on va dire, sur un format plus long sans avoir vraiment préparé de longues distances avant quoi. J'aime ça parce que vous parlez beaucoup on. Je sens qu'il y a eu ce premier Ironman-là qui a été ce premier triathlon-là, pardon, qui a été votre premier triathlon ensemble. Et après ça, cette transition-là de faire plein de triathlons, de découvrir une passion pour le trail, de faire de la route, vous avez évolué comme athlète de course ensemble. C'était important pour vous de se tenir les coudes puis d'avancer là-dedans ensemble? C'était naturel, je pense. Ouais. On était tout le temps ensemble, quoi. Enfin, tu sais, ce qu'on se disait avec Mine, on se voyait plus tous les deux que ce qu'on voyait nos blondes, quoi. Donc, tu sais, on s'entraînait ensemble, on travaillait ensemble, on était tout le temps ensemble, quoi. On passait vraiment tout notre temps ensemble. Donc, les processus, en fait, décisionnels, ils se faisaient au fur et à mesure. On se chauffait l'un et l'autre. Ah, attends, on pourrait faire ça. Ouais, viens, on va aller dans la trail. Vas-y, on va faire ça. Puis, du coup, ça se faisait au fur et à mesure. Donc, ouais, c'est sûr qu'on était très, très au rond, quoi. Ouais, c'est intéressant de voir. Puis on le sait, là, je veux dire, je sais pas pour vous, mais moi, souvent quand je vais courir, je peux partir avec un problème de job, aller courir, puis revenir, puis c'est réglé. Tu sais, on dirait que le fait d'aller au grand air, d'arrêter d'y penser, mais quand tu as de quoi dans le fond de la tête, ça finit par revenir dans tes pensées. Quand on se perd dans nos pensées en course, des fois, ça va loin. On finit par revenir à un enjeu, un problème, un défi, puis on trouve des solutions. Ça doit être d'autant plus trippant quand on est 2 entrepreneurs, 2 cofondateurs d'une nouvelle business, puis qu'on va faire nos entraînements ensemble, mais qu'on peut bouncer des idées, puis cet effet-là du grand air, puis d'être en mouvement, qui amène du sang au cerveau, qui fait rouler les idées,
il doit y avoir des brainstorms qui sortent pas possibles de ces entraînements-là. Là. Ah ouais, absolument, absolument. Ça nous arrivait plein de fois de pouvoir, comme tu l'as dit, de avoir du recul sur des idées, puis avoir des nouvelles idées, le nombre de fois où soit avec Will ou moi genre tout seul ou Will tout seul, il revient d'une run, ah ouais, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, donc on devrait faire les choses comme ça, pas comme ça. Ça nous est arrivé plein de fois, ouais. Ouais, c'est vraiment c'est quotidien quoi. Enfin, je me surprends à chaque fois quand je vais m'entraîner. Je m'entraîne souvent le matin en fait assez tôt entre 6h30 et 7h30, 8h quoi. Et c'est vrai que tout le temps je me perds dans mes pensées puis je repense à plein de trucs, tu vois, justement du business et tout ça. J'ai des petits trucs qui me trottent dans la tête. Puis je reviens, je prends tout en note et puis après je passe en mode exécution immédiatement. Mais c'est tellement un moyen de prendre du recul et puis de faire tourner un peu le cerveau, mais différemment. C'est comme de penser à rien, mais en pensant finalement quand même à quelque chose. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça, c'est assez dingue. Et quand on faisait des entraînements ensemble, en fait, il y a même des moments où on se disait, putain, il faut qu'on arrête de parler de travail parce en fait, on est tellement passionné et on l'associe tellement pas au travail qu'on parle tout le temps. Enfin, en fait, on parle tout le temps de NAC, quoi. On parle tout le temps de business. Puis avec Mine aussi, ce qu'on adore faire, c'est se projeter dans la vie, quoi. Ouais. Tu sais, on est super ambitieux. On a une envie tu vois, de réussir en fait en entrepreneuriat pour tout ce que ça implique, tu sais, par tous ces enjeux en fait de business par lesquels on est passionné. Et du coup, on se projette vraiment tout le temps, tu vois, à plus long terme. Et dire, on va être où dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, où est-ce que sera rendue l'entreprise? On adore faire ce genre de truc, quoi. Ouais, c'est clair, la course au profit de l'entrepreneuriat ou vice-versa. Ouais. Ouais, ce qui est génial, c'est que voilà, on mêle vraiment notre métier, notre passion. On est des amoureux de nature, on est des amoureux de sport. Donc, je pense que quand on s'est rencontré avec Will de suite, ça cliquait genre instantanément parce qu'on avait la même drive pour le sport, pour l'entrepreneuriat. Et ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'avec NAC, voilà, on fait ce qu'on aime, quoi. C'est notre métier, c'est notre passion, quoi. Et quand on va s'entraîner, voilà, c'est un sorte de win-win-win, tu sais, permanent. Ouais. Donc c'est ça qui est génial. C'est ça l'objectif aussi, je pense, dans la vie, c'est de trouver un métier qui nous passionne au point que ça se mêle un peu de qu'est-ce qui était une passion à la base, qui est devenu un métier, ou lequel est venu avant lequel, là, c'est l'œuf ou la poule. Là, c'est clair. C'est l'entrepreneuriat. Je pense que vous avez étudié en business, vous aviez cette volonté-là de trouver un partner d'affaires, veut pas, d'avoir un compatriote, d'avoir quelqu'un avec qui bander des idées, puis la pression retombe sur 2 épaules plutôt qu'une. Ça demeure que ça doit être sécurisant et en même temps, ça doit être tellement trippant de pouvoir partager ces idées-là, puis de toujours en parler, puis de faire progresser le truc ensemble. Puis là, 6 ans et plus tard, de voir où c'est rendu, c'est quoi le chemin parcouru. Puis en parallèle, il y a le chemin parcouru dans les sentiers aussi, parce que vous avez vraiment progressé aussi comme athlète d'ultra. Puis j'ai vu qu'en 2020, vous avez fait votre premier UTHC 125. Ensemble, vous étiez là, je me rappelle, on commençait à se connaître à l'époque, mais je venais de lancer Pas sorti du bois, puis vous avez fait 2 sacrées performances, puis cette fois-là, c'est qui l'a remporté, là, tant qu'à mettre un petit peu d'huile sur le feu? Will. C'est Will, c'est ça. Les deux, quand j'ai vu les chronos des deux, j'ai fait OK, c'est des performances très solides. Parlez-moi de ce premier 125-là, la préparation, parce que là, on a un 65 derrière la cravate du côté de Mine. Will, tu as un 55 au Gaspésia, un abandon sur le 65. Mentalement, est-ce que vous sentiez d'attaque pour doubler la distance? Alors de mon côté, donc on était en pleine pandémie, hein. C'était 2020, donc moi je venais d'emménager donc à Vancouver. Ça faisait même déjà 7-8 mois que j'étais à Vancouver, donc j'ai eu plus le temps vraiment de m'entraîner énormément dans l'Ouest canadien. Je me suis entraîné énormément. Je crois qu'à ce moment-là, avant de prendre le départ de l'UTHC, j'avais déjà $2000 de... Non, pardon. Pas 2000 kilomètres dans les pattes là, cette année. Et donc, je suis arrivé quand même en confiance. J'avais quand même, je m'étais tordu la cheville 3 semaines avant. Donc, j'avais fait, donc c'était pas non plus idéal. Mais j'étais quand même venu en confiance. Et donc, toute la première partie s'est super bien passée. On avait sa stratégie avec Will de ne pas partir trop fort parce que c'était notre premier 125 là. Donc, on était parti assez conservateur dans un groupe
qui allait pas trop vite. Et donc, jusqu'au Morios, c'est là où ça a vraiment changé la donne. Donc, oui, il était déjà avec un petit groupe au Morios. Moi, je les ai rejoints. On a passé un super bon moment, donc entre potes. Selfie, Ouais. lever de soleil au-dessus des Morios. Ouais. C'était magnifique. incroyable. Ça, c'est la joie de l'ancien parcours. J'étais là, moi aussi, cette année-là. Ouais. Puis l'année Ouais. suivante, ils l'ont changé. Puis c'est correct. Les raisons de le changer sont super bonnes. Puis c'est correct, on le comprend. Mais lever de soleil sur les Morios, c'était quand même assez épique, là. C'était fou. Ouais. Ah Ouais. ouais, c'était dingue. Et puis après, donc, on a fait la descente avec Will au Morios. Et là, on a vraiment on a tout envoyé, quoi. On a descendu comme si on super n'avait bon pas de moment. famille, quoi. Ouais, on est allé à fond la caisse. On a descendu les Morios et c'est là où la course elle s'est lancée. Will il est parti devant, puis je l'ai plus revu après. Et moi, j'ai eu après des hauts et des bas. Mais vraiment, cette course-là, pour moi, elle m'a fait réaliser que mon entraînement dans l'Ouest canadien, j'avais fait beaucoup de dénivelé positif parce que les montagnes sont plus hautes ici, mais dans des sentiers très, très techniques. Donc, j'étais très bon sur les sentiers techniques, dans les racines, etc. Mais l'UTHC, c'est un parcours où tu as quand même des sentiers qui sont roulants et je n'avais pas travaillé la vitesse. Donc, j'étais trop lent, en fait. Je pense, et au final, je l'ai terminé en 19h et quelques. Ce qui était pas mal, mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux parce que j'avais pas assez travaillé la vitesse et le fractionné, etc. Mais surtout la section dont tu parles où Will est parti puis que tu n'as pas réussi à le suivre, c'est exactement là où c'est des minutes précieuses où tu peux aller chercher en courant parce que je pense que c'est la section la plus courable où tu as encore des jambes. En fin de parcours aussi, tu as des petites descentes de 4 roues, mais tu as les jambes démolies, tu as 110 kilos dans les jambes. Mais juste après le ravito qui est juste après les Morios, j'oublie le nom, puis la montée, noyée et tout, c'est là que tu peux envoyer. Là. Ouais. Exact, ouais. La marmotte, non? Ouais, c'est ça. Bref. Ouais. Mais ouais, et en fait, je pense que c'est la première course de trail qu'on a vraiment bien préparée en fait et pris très au sérieux. Je pense qu'au début, sur nos premières participations en trail, on y allait un peu plus à l'arrache, tu vois, avec notre expérience de triathlon, et puis en se disant, regarde, on va passer à travers. Je me souviens que quand j'avais passé la ligne du 50 kg du Gaspésie à 100, je m'étais dit, putain, il n'y a pas moyen que je fasse 1 km de plus, tu vois, dans ce genre de distance. Et on se projetait déjà à faire justement le 125 de l'UTHC à ce moment-là. Je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, quoi, de rentrer plus de kilomètres. Là, je vois pas comment c'est possible. Ouais. Et du coup, à l'inverse, donc quand j'avais commencé le 65 kg de l'UTHC, je m'étais dit, j'y vais pour aller chercher une performance. Donc là, je veux pas y aller sur un rythme confortable, en fait, pour simplement finir la course. Je veux prendre plus de risques. Et je veux essayer, tu vois, d'aller rapidement sur le parcours et de me pousser vraiment sur 65 km. Et c'est là que j'ai payé, en fait. Et c'est pour ça que j'ai abandonné. Je suis parti très, très fort. Je regardais mes pulses, tu sais, dans les premiers sentiers. La première partie, là, les 8 premiers kilos sont très roulants sur la route. Mais après ça, tu rentres dans la forêt et ça commence à monter un petit peu. C'est technique, tu vois, c'était cool, c'était grisant. J'étais avec tout un groupe devant qui avançait vraiment très fort. Et je disais, putain, on va vite là quand même. Tu vois, genre, il y en a qui m'ont cassé. Je pensais pas que c'était moi qui avais cassé tout de suite. Et en fait, je regardais mes pulsations. Je voyais que j'étais déjà genre à 170, 180 et tout. Je me disais, putain, mais c'est bien trop, quoi. Genre, je vois pas comment ça va fonctionner, mais en même temps, j'avais envie de découvrir, quoi. Donc, j'ai continué à pousser. Puis, à un moment donné, je pense que j'ai commencé à vraiment perdre en lucidité. Je me suis trompé dans le parcours. J'ai fait genre 1 kilomètre de plus. Je reviens sur le parcours, plus motivé, la tête plus là, l'objectif, tu vois, qui était d'aller performer était parti, puis je m'étais cramé, quoi. Donc là, j'ai abandonné, j'étais vraiment déçu, et j'abordais du coup le 125 kg de l'UTHC plutôt dans une optique de le finir. Et donc c'est pour ça qu'on se disait avec Mine, on démarre doucement. Et puis le but, c'est d'aller au bout. Je voulais pas être trop compétitif. Je voulais essayer de trouver du plaisir dans simplement le fait de passer la ligne d'arrivée. Et moins de me comparer aux autres et de pousser en fait tout le long de la course et de me faire mal tout le long de la course. Donc on est parti plus tranquille et on avait aussi vraiment élaboré pour la première fois une stratégie de nutrition quand même très carrée et très solide, quoi. Donc là on avait un plan, je m'étais même imprimé, je l'avais mis dans ma veste d'hydratation, j'avais planifié des temps de passage et tout.
Et du fait, j'étais comme une horloge et je m'étais dit, je veux avant tout vraiment bien gérer mon énergie pour avoir du plaisir, être bien pendant toute cette course-là et rallier le point d'arrivée, quoi. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir vraiment trop bien exécuter ma stratégie de nutrition. J'ai été sur une énergie vraiment parfaite, ultra stable, en fait, pendant toute la course. Et c'était ultra agréable. Après, forcément, j'ai eu des moments un peu plus difficiles. Les 20 derniers kilos ont été quand même très durs. Mais pour le coup, j'étais avec un groupe de personnes qui m'ont vraiment traîné, quoi. Donc ça, c'était vraiment top. Il y avait Christophe Lucier je pense que tu as déjà eu au podcast et c'était top. On a passé un trop bon moment, voilà, sur toute la fin de course, qui m'a permis d'oublier un peu que c'était dur. Et puis voilà, j'ai fini en 17h50, tu vois. On a eu la petite motivation à la fin d'aller chercher sous les 18h. Donc on a vraiment accéléré sur les 5 derniers kilos, surtout à la fin où tu as des parties qui sont très, très boiteuses, là où tu mets le pied dans la boue. Là, c'est super compliqué, mais on a réussi à accélérer et à retrouver de l'énergie un peu sur cette fin-là. Donc, j'ai eu une course quasi parfaite où j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, quoi. Donc, c'était top. C'était quoi la stratégie nutritionnelle qui était prévue puis finalement que tu as réussi à suivre à la lettre? Ben, en gros, déjà, j'avais disséqué toutes les sections de la course, les parties entre les ravitaillements et les ravitaillements. J'avais identifié exactement quels étaient les besoins énergétiques et en combien de temps j'allais couvrir ces parties-là. Et du fait, qu'est-ce que je devais mettre dans mon sac et puis qu'est-ce que je devais consommer entre les différents points. Et j'essayais d'avoir une grosse diversité, en fait, dans les types de nutrition que j'avais pour éviter toute fatigue et toute incapacité de manger à un moment donné. Et à l'époque, en fait, chez NAC, on avait, je pense qu'on n'avait que des barres. On n'avait rien d'autre. Je pense que c'était l'été que les nouvelles barres venaient de sortir. Hein. Les 4 premières sortes, non? Elles allaient sortir, mais je pense qu'on les avait pas encore. Hein. Si? Non. Pas encore, ouais. Je pense qu'elles ont dû lancer en octobre. Et justement, je me souviens qu'on on voulait trop avoir les produits avec Mine, donc on mettait trop la pression justement à toutes les équipes pour qu'on ait les produits et tout. Mais au final, on les avait pas eu à temps pour l'UTHC. Et on avait fait ça avec les anciennes générations de bars. Et on avait couplé avec des gels, différents types de gels, des boissons d'hydratation. Pareil, avec un maximum d'apport. Et puis, on tournait, en fait, entre les différents produits, en fait, qu'on avait trouvés pour nous accompagner sur la course. Et voilà, pour ma part, ça avait vraiment bien fonctionné d'avoir cette diversité, en fait, dans l'alimentation entre des bars, et puis d'autres moments, plus de rentrée des gels, une boisson d'hydratation, en fait, tout le long de la course. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet été-là, c'était donc Mathieu Blanchard qui avait fait son FKT. Donc, notre équipe lui avait déjà préparé. Donc, on avait une nutritionniste qui lui avait préparé un plan de nutrition spécifique pour le FKT et puis on l'avait réutilisé en template justement pour notre UTHC 125. Ouais, c'est ça. Et tu vois, tu parles de Matt, ça me rappelle que Matt, il m'avait donné un super exercice à faire justement pour préparer les parties de downhill, tu vois, pour casser des fibres, tu vois, dans les quads et éviter justement de trop accuser le coup, en fait, dans les descentes. Et ça me rappelle que j'étais allé m'entraîner donc sur le Mont-Royal et que j'avais fait la descente de Camillien-Houd, en fait, sur route et que je me faisais des intervalles en descente de 1 minute, comme à 10 jours de l'événement. Et en fait, en descendant à une allure, en fait, en sprint, quoi, vraiment descendre à fond pour casser les fibres. Je ne sais plus si je devais faire 3 fois ou 5 fois 1 minute, un truc comme ça. Et au bout de la 3e fois, en fait, je me suis déplacé 2 vertèbres en courant dans la descente et je me suis retrouvé allongé, en fait, dans la descente de Camillien-Houd sur le dos, à plus pouvoir respirer, à pas savoir ce qui m'arrivait. Je suis resté 5 minutes comme ça, à essayer de pouvoir me relever. Et là, je me suis adossé, en fait, à un tronc d'arbre comme pour essayer de me faire craquer le dos, mais j'arrivais plus à respirer. J'avais les poumons qui étaient compressés par cette douleur, en fait, dans les vertèbres. Et je suis allé chez le chiro pour me faire remettre en place. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir prendre le départ. Mais même, tu vois, une semaine avant, j'étais même pas sûr de pouvoir aller sur le départ de l'UTHC, quoi. Pour bouger 2 vertèbres, il faut quand même être à fond la caisse à côté course parce que je sais que le dos accuse le coup. Mais je pense qu'elle ne devait pas être droite à la base.
Ouais, c'est ça. Et là, OK. Fait que ça doit jouer dans la tête quand tu es à quelques jours de ton objectif J'étais A de la dégoûté parce que c'est saison. vrai qu'on s'était super bien préparé. Puis c'est vrai que cette période de confinement et tout, dans un sens, nous avait permis vraiment de pouvoir nous consacrer 100% à cette préparation-là. Mine parlait, tu vois, de ses entraînements justement, dans les montagnes avec beaucoup de dénivelé. Moi, à l'inverse, tu vois, j'avais un chalet dans la Naudière et j'avais beaucoup de chemins en fait qui étaient assez vallonnés et je faisais des courses assez rapides en fait sur ces chemins-là. Et du coup, ça m'avait plutôt bien aidé en fait dans la préparation pour l'UTHC, quoi. Ah, c'est clair. Tu parles de blessure avec le dos. J'ai le goût qu'on aborde quelque chose qui t'est arrivé dans les dernières années, Will, parce que tu t'es blessé en fin de saison il y a 2 ans, puis tu as quand même une grosse période pour revenir de ça. Cette année, tu as remis un dossard. J'aimerais ça qu'on parle un peu de comment ça a joué sur toi, cette période-là qui doit être difficile. Je veux dire, comment ça s'est passé, cette blessure-là? Ouais, on peut en parler, c'est super intéressant. Ça a été assez terrible pour moi, tu vois, cette blessure, en fait, pour remettre en contexte. Donc, je me suis fracturé la cheville, le péroné exactement, en courant, en fait, sur la neige en hiver, avec mon ami JP Lebeau, que tu as reçu aussi au podcast. On le salue. Et, ouais, on le salue. Et donc, on courait en hiver tous les deux et on a glissé les deux sur une plaque de verglas dans une grosse descente où on était quasiment, voilà, on courait à un bon rythme de croisière, on va dire. Et on est parti et voilà, ma cheville est partie et ça m'a donc fracturé la jambe. Et donc, j'ai été, donc ça c'était en décembre, tu vois, fin décembre, quoi, à l'approche des fêtes de Noël. Et c'était une semaine en fait avant l'arrivée donc, de mon premier enfant, Léonard. Donc, en fait, j'ai pris beaucoup de choses dans la figure à ce moment-là parce qu'il y a le bébé qui est arrivé où moi, je pouvais plus marcher, quoi. Je me déplaçais avec des béquilles, j'étais plâtré. Ça a duré pendant 3 mois, pendant tout ce changement de vie. On avait aussi à ce moment-là une période qui était assez difficile avec NAC et du fait, j'avais tout ce stress en plus de ça, voilà, sur les épaules et je pouvais rien faire correctement, quoi. Donc, je pouvais pas être le papa que je voulais être, le mari que je voulais être, à pouvoir justement faire beaucoup de choses et puis supporter l'arrivée du bébé et être hyper actif à ce moment-là et tout ça. Donc, ça a beaucoup cassé mes plans là-dedans. On avait aussi cette période de confinement où on restait enfermé, je ne pouvais plus sortir alors que c'est ma soupape de décompression. Donc ça a été vraiment, je dirais, 6 mois quand même très difficile. J'ai commencé quand même à remettre les baskets au bout de 3 mois. En fait, dès que les médecins m'ont dit c'est bon, tu peux commencer à remarcher, j'ai pris le programme de la clinique du coureur avec toute la stratégie de course-marche. Donc je commençais avec des 1 minute de course, 1 minute de marche. J'avais vraiment l'impression de recommencer à zéro. J'avais encore beaucoup de douleurs, tu vois, même juste quand je marchais, tout ça dessus, mais je me disais, bon, ça fait partie du processus. Donc, j'ai un peu forcé la guérison rapide, ce qui était peut-être pas nécessairement une bonne idée. Et j'ai l'impression que ça m'a vraiment fait allonger un petit peu la durée du problème. Et je te dirais que jusqu'à un peu plus d'1 an, en fait, après la fracture, je ressentais encore vraiment un inconfort, une gêne. J'ai perdu énormément en flexibilité, en fait, sur la cheville. Pourtant, en faisant tous les exercices de physio, bref, tout ce que je pouvais faire pour essayer d'améliorer, de faciliter la guérison. Et puis, comme tu disais, je pense que le premier dossard que j'ai remis, en fait, c'était cet été au Swiss Canyon Trail, donc une course de comment c'était 50 km en Suisse. Et là, ça a été un peu voilà, la délivrance pour moi. À la base, je voulais faire le 100 km, mais bon, je me suis raisonné à faire simplement le 50 parce que je n'avais pas la préparation adéquate pour faire un 100 km et je voulais avant tout avoir du plaisir sur cette course-là. Mais j'ai pu courir voilà, pour la première fois vraiment sans douleur, sans inconfort, 1 an et demi après cette blessure. Donc, ça a été un processus qui a été assez long, assez difficile, qui a touché en fait pas uniquement la sphère sportive, mais aussi une sphère personnelle dans la vie. Et puis le manque d'outdoor et de possibilités de s'oxygéner. Donc voilà, mais là, je suis de retour sur pied, en pleine forme. Et puis, j'ai même couru le 28 km de l'UTHC cet été en duo avec notre team manager Jérémy. Donc, ça a été une super belle expérience et j'essaye d'avoir une approche un peu différente du sport, moins compétitive, plus voilà, dans le plaisir de la pratique et dans le plaisir de l'entraînement en tout temps, quoi. Donc voilà. Moins compétitive, mais vous avez quand même remporté le duo de nuit.
Oui, avec un record de parcours au passage. Oui, puis c'est pas gênant parce que vous étiez devant René Morissette et Guillaume Barry je veux dire, Oui, c'est mais pas, attends, c'est pas attention, ils de avaient la couru 50 compétition, kilos là. dans la journée pour aller Oui. filmer tous les Ouais. sentiers de l'UTHC. Donc, c'était pas des conditions réalistes. Mais en tout cas, on a fait une belle montée justement de mon grand fond avec eux sur la musique des bronzés fonds du ski déguisés. C'était très cool. Il est cool cette course-là. C'est vraiment le Ouais, c'est duo de cool. nuit d'Aricana. C'est le parcours du 28, mais de nuit, les gens se costument. C'est tout un Ouais. party quand même, là. Ouais, c'est trop bien et je trouve que de partager le sport comme ça, tu vois, j'ai l'ambition de faire une course comme ça en duo de nuit avec mon père l'année prochaine Ouais. pour ses 60 ans. Voilà, il découvre tout doucement en fait tout le milieu de la course en sentier et je sens que tu vois, ça commence à l'accrocher, à le passionner aussi. Et donc le but ce serait de faire une petite course avec lui l'année prochaine comme ça sur un duo de nuit que je trouve assez cool en fait comme format quoi. Mais là, Jérémy perd son partner. Fait Il que y en là, aura Mine, d'autres. Est-ce que tu traverses le Canada, tu t'en viens le courir avec Jérémy, là? Parlons de l'histoire entrepreneuriale, l'histoire qui est un peu en parallèle de toute cette histoire sportive-là qu'on vient de jaser. Mais à quel moment il y a eu le déclic de dire ce qui est sur le marché ne nous satisfait pas nécessairement, on a une vision pour quelque chose, puis passer des idées à l'acte? Alors, déjà pour revenir un peu à la genèse, donc quand j'ai rencontré Will, chez Groupon, on a travaillé ensemble, c'était mon bras droit pour développer Groupon dans tout le Canada. Et on a super accroché, toutes les étoiles sont alignées, on avait cette fibre entrepreneuriale et je pense que c'était un mois après, on avait pris une bière et je lui ai dit, Eh, mec, j'ai envie de monter une boîte avec toi, tu vois. Donc, de suite, on était assez d'accord pour aller entreprendre ensemble. Donc, on a trouvé plusieurs idées. Donc, on a lancé quelques boîtes avant NAC. OK. Et puis, quand on était à fond dans le triathlon, on était rendu à un niveau d'investissement qui était tel qu'on s'était rendu compte que la nutrition, c'était vraiment la clé pour performer, tu vois, parce que on essayait plein de trucs, on était devenus des fanats de nutrition. Et à cette époque-là, il y a un ami à nous qui nous a dit, écoute, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pensé à mettre de la poudre de grillon dans vos barres énergétiques? Parce que c'est de l'avenir, c'est éco-responsable, etc. Donc au début, on s'est waouh, c'est une idée quand même intéressante, mais pourquoi pas? Donc on a commencé à se renseigner. Et puis rapidement, on s'est dit, écoute, ça match vraiment nos valeurs, quoi. Tu sais, l'environnement, le sport, la nutrition, la performance. Allons-y. C'est une idée qui sort de l'ordinaire, mais ça match nos valeurs. Donc on a commencé à faire des barres d'énergie chez nous à base de poudre de grillon d'une ferme en Ontario. Donc c'était parfait parce que la ferme était ultra novatrice. C'était genre la porte à côté en Ontario. On a commencé à faire ça. Et puis dans notre club de triathlon, quand on ramenait nos barres, donc rapidement, c'est une idée qui a fait sensation. Parce que les gens ils disaient waouh, c'est super intéressant. En plus, on performait bien en triathlon dans notre club. On faisait partie quand même des meilleurs, tu vois. Et donc, rapidement, L'insecte, il on a faisait une parler communauté. en fait. Le Ouais. grillon, ça, tu sais, c'était tout de suite le sujet Ouais. qui faisait parler les gens, quoi. Ça choquait. Et c'est vrai que dans notre approche, on avait une approche qui était aussi très entrepreneuriale. Et à ce moment-là, on cherchait des idées qui nous permettaient d'aller toucher un petit peu, tu sais, toute cette notion d'océan bleu, c'est-à-dire d'aller dans un endroit où il n'y a personne, d'aller vraiment innover et d'apporter quelque chose de complètement nouveau sur le marché. Et quand on nous a parlé de l'insecte, on s'est dit, waouh, il y a un truc énorme à faire là-dedans, quoi. Parce que le gros enjeu, en fait, de l'insecte et du grillon, c'est de le démocratiser. Et quelle est la meilleure manière que d'aller utiliser des sportifs qui vont y attacher un besoin en fait utilitaire lié à la performance pour utiliser en fait quelque chose qui sera une meilleure source de protéines aussi pour l'environnement. Donc, pour nous, ça cochait toutes les cases. On s'est dit c'est incroyable. Et le seul enjeu, c'est de rendre ça sexy pour tout le monde, quoi. C'est ça, puis Ouais. c'est un défi qui est immense. Puis je me rappelle les premières années, les premières barres, puis encore aujourd'hui, pour des gens, NAC, c'est grillon. Puis tantôt, on reviendra sur cette transition-là où maintenant il y a des produits qui ne sont pas à base. Mais parlons-en même du grillon lui-même. Au-delà de vous entendez parler de ça, qu'est-ce qui fait que, de un, ça se prête parfaitement à la production de barres énergétiques pour les athlètes, puis de deux, que c'est éco-responsable? Alors en fait, c'est un super aliment, quoi. C'est un super aliment. Quand tu regardes sur le papier, le grillon, c'est 70%
donc de l'insecte qui est de la protéine et qui est de la protéine complète. Donc, tu as tous les acides aminés essentiels pour pouvoir mieux récupérer. Donc, pour un sportif, tu as énormément d'avantages. C'est aussi très riche en protéines, donc en protéines, on l'a dit, donc en Puis minéraux. on en était vitamine végétarien B12. aussi à l'époque, tu vois. C'est ça, Donc, ouais. enfin, on l'est toujours, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, il y avait toute cette notion de les athlètes, tu vois, qui sont végétariens, ils peuvent pas faire performer aussi bien que les athlètes qui mangent de la viande, tu vois, parce que justement, il n'y a pas toutes les protéines complètes, donc tu peux pas synthétiser tous les acides aminés, tout ça, tout ça. Et c'est vrai qu'en allant sur la protéine d'insectes, bah, il y avait cet aspect-là qui nous convenait vraiment par rapport à notre régime alimentaire et sur lequel on voyait une vraie opportunité de se positionner aussi pour toutes les personnes comme nous, en fait, qui étaient végétariennes, qui voulaient une alimentation alternative. Et comme le disait Mine, en fait, sur la protéine, ben, c'est top parce que tu as les mêmes avantages que la protéine animale, mais sans tous les inconvénients en fait environnementaux et de santé. Donc nous, on s'est dit, ben, c'est top, faut aller là-dessus, quoi. Puis en Ouais. termes de production, cette ferme-là des grillons en Ontario dont vous parlez, comment ça se fait? Bah, écoute, on l'a visité, puis on a été genre impressionné parce que tu prends la viande par exemple, ça prend des quantités énormes d'espace, d'eau, de nourriture pour produire 1 kilogramme de bœuf, tu vois. Mais le grillon, c'est un élevage qui est vertical, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 6 semaines à élever un grillon, ça prend presque pas d'eau. Et donc, tu es capable de produire pour 1 kilo de protéines d'insectes versus 1 kilo de protéines de bœuf. Tu économises genre 1000 fois moins d'eau, 10 fois moins d'espace, genre 10 fois moins de nourriture. Donc, c'est là où on s'est dit, waouh, c'est vraiment pour l'environnement, pour nous, qui était super important pour nous. On fait partie de la génération des milléniaux, c'est pour ça qu'on était devenus végétariens. Donc, ouais, ça fitait vraiment pour nos valeurs, quoi, pour l'environnement. Ça cochait beaucoup de cases. On remercie cet ami-là qui vous a parlé des grillons. C'était comme un timing parfait pour ça, là. Ouais, Oui, tout à fait. C'était Antoine. Il était partenaire avec nous dans l'entreprise en fait à la base. Et puis après ça, il est parti faire son chemin ailleurs. Il vit actuellement en Suisse et on le salue. On le salue. Salut Antoine. C'est Ouais. drôle parce que moi, bien avant que je mette des espadrilles de trail dans les pieds, bien avant que je goûte un produit NAC, je vous ai vu à la télé québécoise. Parlez-moi de cette expérience-là avec les dragons. Ouais, c'était énorme cette expérience au Dragon. Ben déjà, tu sais, un gros merci à cette émission-là en fait pour exister parce que ça permet à beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent, tu vois, d'avoir une super belle visibilité. Et il y a plein de success stories grâce à la visibilité en fait qui est donnée aux entreprises qui leur permet vraiment de réussir et de trouver leur clientèle. Donc nous en fait on y est allé très rapidement après dans notre première année en fait de création on s'est rendu en fait au Dragon, donc on a appliqué comme tout le monde, on a passé les castings et puis après c'était hyper stressant quoi d'aller se préparer pour faire le pitch devant tous les dragons. Et puis on a eu la chance d'avoir une offre en fait de 4 dragons, donc voilà on est reparti avec une offre et ça a été une super belle expérience et ça nous a permis au-delà de NAC et au-delà de la marque de faire connaître le grillon parce que pour beaucoup de personnes en fait c'était inconnu, donc ça nous a permis d'associer voilà les qualités nutritives, l'apport en protéines au grillon et en même temps les vertus environnementales. Donc ça a été top pour la démocratisation du grillon et on le voit aujourd'hui en fait au Québec parce qu'en plus de ça on n'est pas les seuls à être passés dans cette émission là, tu vois, dans les entreprises qui sont parties et qui ont fait des produits à base d'insectes. Donc, ça a donné en fait une forte reconnaissance de l'insecte, je trouve, tu vois, au Québec, beaucoup plus que dans les autres provinces, tu vois, dans le reste du Canada et même dans le monde, tu vois. Donc, je trouve que ça a été vraiment super positif et je pense qu'une grosse partie de ça est liée au Dragon, outre le fait qu'on a passé énormément de temps sur le terrain à faire goûter les produits et puis à faire parler de la marque, quoi. Pour te dire, là, l'expérience qu'on a eue chez les Dragons, pardon, il y a vraiment une image qui me revient en tête. C'est juste avant de rentrer on stage, donc tu es backstage. Et puis, tu as une personne, donc une assistante qui est là et qui te dit, bon, ben voilà, dans 10 secondes, tu vas être sur le plateau. Et moi, j'avais mon cœur qui battait comme ça, tu sais, vraiment full gaz, un peu comme la première fois que tu fais une course d'ultra, tu vois, et que tu as de l'adrénaline qui est au tapis comme ça. Et après, tu sais, quand tu rentres devant les dragons, après, c'est juste des gens normaux, mais vraiment, l'adrénaline était genre au max, quoi.
Mais c'est vrai que ça reste que c'est un show, hein, comme le départ d'une course, et tu as cette même adrénaline-là, et c'est ce qu'on se disait, quoi. On se disait vraiment, putain, c'est comme une course, quoi. Tu as le même petit stress d'avant-course, le petit pipi d'avant-course. Enfin, tu vois, tout est aligné, quoi. C'était tout pareil. Ouais. Alors, c'est clair. Mais je trouve ça intéressant, tout le rapport avec l'éducation sur le grillon qui a dû faire partie de votre modèle d'affaires dès le jour 1. On développe un produit, donc sur papier, tout est là, mais il y a un ingrédient dedans qui peut choquer, entre guillemets, ou qui peut rebuter certaines personnes. Puis c'est un défi, non seulement de faire connaître le produit, ce qui est le défi marketing de toute entreprise, toute start-up, mais en plus, il y a le défi d'éducation en parallèle. Avez-vous trouvé ça dur de prendre un peu ce flambeau-là? Parce que j'ai l'impression qu'à l'époque, là, on remonte à l'époque, ça fait pas si longtemps, mais il y a 5 ans, il y a 6 ans, on parlait déjà beaucoup moins des produits à base d'insectes que peut-être aujourd'hui. Ça a dû être tout un défi. Ouais, Oui, c'était c'était chaud. un gros défi. Ouais. Honnêtement, c'était très, très difficile hein, parce qu'au tout début, on arrivait, on avait un stand aux événements de course à pied, triathlon, etc. Et puis, on parlait donc de ce nouveau produit révolutionnaire. Et puis, il y a des gens qui nous regardaient le grillon et puis ils faisaient la grimace. Hein. Ils n'étaient pas contents, quoi. Il y en a qui nous regardaient et qui nous parlaient même pas, qui partent en courant, quoi. Donc, je t'avoue, ouais, ça a pris quand même beaucoup d'énergie, nous aussi, pour démocratiser ça. Mais on était vraiment investis d'une mission. On était convaincus, et on l'est encore aujourd'hui, que c'est important et que ça va changer la donne. Ça prend ça. Donc, je t'avoue qu'on a quand même soulevé des montagnes au début même pour rentrer dans les magasins. Au début, on était dans 0 magasin. Donc, on allait vraiment toquer à la porte de chaque magasin. On les appelait. Puis, mais on s'est battu pour tout, quoi. On s'est Ouais. battu pour tout. Les gens, ils connaissaient pas. Il fallait expliquer pourquoi il fallait embarquer dans la trend, tu vois, et dire que c'était l'avenir et tout. Et en fait, ce qui était frustrant dans cette période-là, c'est que toutes les discussions produits, en tout cas 90% des discussions produits, étaient orientées sur le grillon, en fait. Ouais. Alors que nous, on avait créé un produit qui était fait pour justement de l'endurance, et qu'on avait une barre, en fait, qui sur le papier et sur justement les aspects purement nutritifs était vraiment parfaite pour faire du long. On s'était justement rapproché de nutritionnistes du sport. Enfin, on s'était vraiment renseigné pour créer le produit idéal. On était la première barre dans laquelle il y avait des électrolytes. Tu vois, les électrolytes, habituellement, tu les avais que dans les tablettes ou dans les mélanges d'hydratation. Donc, on s'était posé plein de questions. On était allé trouver le ratio 4:1 entre les glucides et les protéines. Donc, on avait vraiment tout optimisé. Et la discussion retombait souvent sur le grillon, en fait. Et c'était un peu frustrant par rapport à tout le travail qu'il y avait derrière le produit, de parler aussi peu, en fait, du bénéfice produit souvent. Après, les personnes qui embarquaient dans la trend, si tu veux, après ça, ne parlaient plus nécessairement de l'insecte. Mais c'est vrai qu'il y avait pour la grande majorité des gens, c'est toujours cette discussion qui revenait et qui revenait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a aussi voulu changer les choses et intégrer d'autres sources de protéines pour que, en fait, cette discussion plus de la protéine et de l'impact environnemental soit une discussion secondaire, et qu'on rentre en fait en priorité sur les valeurs et les bénéfices produits purement pour leur fonction utilitaire, et que c'était ça le plus important, tu vois, avant toute chose, pour le facteur décisionnel d'achat du produit. Donc, on a un peu changé toute cette approche-là pour apporter ça. Et du coup, c'est ce qui nous a poussé à retravailler sur le branding. Et en fait, il y a une autre partie que j'ai pas mentionnée, qui était hyper importante aussi, mais en fait, c'est le produit et la qualité du produit. Et en fait, je pense que si on avait lancé la marque avec le produit qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que le produit qu'on a sorti en fait en octobre 2020, je pense que notre trajectoire aurait été vraiment complètement différente. Maintenant, écoute, c'est comme ça, hein, c'est le processus en fait d'apprentissage de l'entrepreneuriat. C'est pour ça qu'on fait ça aussi. C'est pour grandir, pour apprendre, et puis pour vivre des erreurs et apprendre de ces erreurs-là. Mais je pense vraiment que toutes les personnes qui ont connu la marque avant 2020 et qui ont testé nos produits avant devraient vraiment goûter les nouveaux produits pour justement se faire le vrai avis sur ce que c'est qu'un produit qui intègre les protéines de grillon. Et dans ta question initiale, c'était pourquoi on est parti sur des barres et tout ça. C'est parce que c'était en fait la manière la plus facile d'intégrer la protéine de grillon en fait dans le produit. C'est un ingrédient qui goûte quand même un petit peu fort, tu vois, qui a un goût assez
noisette, tu vois, mais un peu morceaux de pain un peu plus grillés, tout ça. Donc, c'est quand même un goût qui est assez prononcé. Et en fait, dans des bars et avec du chocolat, ça se mariait très bien et on le sentait très peu. Donc, c'est pour ça qu'on était parti sur cette typologie de produits-là. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est bien en ayant des produits qui sont 100% vegan à côté, c'est que les gens peuvent goûter les deux et en fait, voir la différence. Et il y en a aucune. Tu peux pas sentir, en fait, aujourd'hui, le goût du grillon dans nos produits. C'est ça que j'allais dire, c'est que maintenant, il y a 4 sortes de bars et plein d'autres produits, mais à un moment donné, je me rappelle pas avec qui je courais, puis j'en avais, puis quelqu'un me demandait c'est lesquels qui ont des grillons dedans, puis j'avais aucune idée, je me rappelais pas. Je savais que la beurre d'arachide en a pas parce que l'arachide devient la protéine, mais après ça, les 3 autres, j'avais aucune idée dans laquelle il y avait du grillon et lequel il n'y en avait pas. Tu vois pas la différence, mais je comprends, c'est ça, le premier modèle, les premiers produits. Le grillon fait de l'ombre à tout le reste. Puis il y a eu une petite révolution au moment où octobre 2020 est arrivé, puis cette nouvelle série de bars-là qui, moi je me rappelle, je veux dire, c'était comme croquer dans une barre que tu achètes au dépanneur, une barre Mars, quelque chose de hyper goûteux, mais que tu sais qui n'est pas nécessairement bon pour la santé. Là, la première barre, je me rappelle, les premières années, je veux dire, j'étais ambassadeur, puis sur papier, ça fonctionnait, tout était là, puis ça fonctionnait pour vrai dans les courses et tout, tu le sentais que ça te supportait mieux que n'importe quel autre produit. Par contre, le goût et tout, bah, tu disais, ça fait le boulot, c'est pas, tu sais, je veux dire, ça passe, là, je veux dire, on fait des courses qui durent longtemps, il faut qu'il y ait un goût qui est correct pour que ça passe, mais c'était pas une révolution côté goût. Et là, le produit évolue, vous avez eu besoin de ce premier produit-là probablement pour développer le second. Tu as besoin d'une première génération pour arriver à la deuxième génération. Puis c'est ça qui était la révolution, c'est qu'on avait encore tous les bienfaits, papier, côté ingrédients, côté nutriments, tout était là. Puis là, boum, tu arrives avec quelque chose qui goûte, je veux dire, j'en ai autant dans ma poubelle à côté quand je travaille que quand je m'entraîne. Puis je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais au goût, c'est exceptionnel. Là. Ouais. Tu l'as très bien dit, on est dans l'univers de la bouffe, donc de l'alimentaire, et le truc le plus important, c'est le goût. Et c'est un truc qu'on avait négligé au premier abord, parce que dans les premiers abords, on était trop axé sur la performance. Donc, comme l'a dit Will, genre sur le papier aussi. Donc voilà, ça remplissait toutes les cases. C'était un produit ultra performant, mais le goût, ça arrivait en second ou troisième plan, tu vois. Et quand on a refait la nouvelle génération de bars, on s'est dit le goût, c'est le plus important. On est dans l'alimentaire, grillon, pas grillon, etc. Donc ouais, il faut que tu sois capable justement de pouvoir le manger en course, mais aussi comme un snack, comme une collation après, avant. Et moi aussi, pareil, hein, genre tous les jours, je prends 1 ou 2 barres devant l'ordinateur pour avoir un boost d'énergie. Et ça, c'est un super bon signe. Ça veut dire que le goût est bon. Donc, c'était super important. Non, la texture aussi. La texture, c'est con, mais il y a aussi ça. Puis c'est tous des facteurs qui font que puis là, on parle dans du long effort, longue endurance, long ultra, c'est important. Puis c'est ce qui fait que des fois, tu finis par être tanné de manger. C'est que ça prend un petit facteur plaisir. Puis des fois, on entend souvent parler des histoires de gens qui se gardent dans leur drop bag quelque chose qui va aller leur faire du bien, un comfort food, une barre Mars dans un. Tu sais qu'elle ne t'apporte pas ce que ta barre protéinée ou autre va t'apporter, mais après 12 heures de course, tu as peut-être besoin d'avoir ce petit comfort food-là. Puis je pense que d'arriver avec un produit qui a une texture qui est le fun, qui a un goût qui est le fun, tu t'en lasses un peu moins vite. Donc, tu peux faire des efforts de 18 heures, de 20 heures. Je veux dire, moi, je le dis tout le temps, je suis ambassadeur, puis j'en parle, mais vous ne me donnez pas d'argent pour que je dise que c'est le fun. C'est que je le consomme, je l'aime, puis ça a fonctionné sur un ultra de 28 heures. Ça rentrait encore passer 28 heures. Il n'y a pas grand produit qui le font, puis pour en avoir essayé tout plein, moi, personnellement, c'est le seul qui le fait jusqu'à maintenant. Donc, je ne serais pas ambassadeur, puis je dirais exactement la même chose. Mais c'est qu'à un moment donné, on a vraiment switché notre modèle de développement produit pour se dire c'est quoi qui est important, tu vois, dans la réussite du produit. On veut faire un produit pour de l'ultra, pour du long. C'est crucial que le produit soit bon, que la texture soit bonne, qu'il s'avale facilement, que tu puisses le manger en fait sur une longue période de temps. Sinon, tu réponds pas en fait aux besoins primaires du produit que tu es en train de créer. Donc, du fait, on a réaligné toutes les priorités dans le développement de produits. Et puis, comme Mine le disait, le goût, la texture, tout ça, c'est devenu un de nos critères principaux. Évidemment, tu vois, on le fait sans faire de compromis sur la performance et sans faire de compromis sur l'aspect environnemental non plus. Donc, tu vois, tu ne retrouveras pas d'huile de palme dans nos produits parce que ça fait goûter meilleur, quoi, tu vois. Donc du fait, on a vraiment changé le focus et je pense que c'est là, en fait, qu'on a réussi à créer ce produit qui nous amène là où on est aujourd'hui avec la réussite qu'on voit de NAC au Québec et puis, comme tu disais, dans le reste du monde aussi, quoi.
Et tu l'as très bien dit, si tu as un produit super performant, mais que tu es tanné et tu es incapable de le manger au bout de 15 heures d'effort, tu ne le mangeras pas, donc il ne sera pas performant. C'est Donc, ça. un truc que tu es capable de manger et d'avoir ce plaisir, parce que avoir le plaisir de manger quand tu es en train de courir pendant genre 15 heures dans la forêt, c'est clair, c'est super important. C'est la base. Ouais, puis tu sais, tu peux te faire un plan nutritionnel dans un beau fichier Excel puis prévoir chaque gramme de glucides que tu vas ingérer à chaque minute, chaque heure. À un moment donné, ce plan-là va prendre le bord à un moment ou à un autre. Ou si tu t'en tiens à ce plan-là, à un moment donné, ça ne rentrera plus parce que ça varie. Puis il y a tellement de facteurs qu'on ne contrôle pas qui peuvent arriver qu'il faut être capable de jazzer puis de changer un peu. Puis ce qui est le fun, c'est que là, maintenant, il y a d'autres produits qui sont ajoutés à votre gamme. C'est qu'on est passé d'une première génération de barres, une deuxième. Puis j'ai l'impression qu'après ça, ça a explosé. C'est devenu à vitesse. Vous avez changé, vous avez enfilé en cinquième vitesse. Je ne sais pas, vous avez pesé sur le gaz parce que là, on est arrivé avec les gaufres, les barres caféinées, les poudres ultra énergie et maintenant, le drink mix. Ça a été pas une révolution, mais je veux dire, ça a été une évolution à vitesse grand V. Est-ce que c'était des choses qui se préparaient tranquillement, puis à un moment donné, bam, tout est sorti en même temps? Comment s'est passée cette duplication de produits? En fait, à ce moment-là, en gros, on a pris cette période du confinement pour aligner vraiment notre stratégie long terme. Et c'était vraiment clair que pour nous, on voulait être les numéro 1 de la nutrition sportive pour l'ultra-distance. Et pour être numéro 1 dans cette catégorie-là, tu n'as pas le choix d'être vraiment complet, de proposer une gamme qui soit complète au niveau du solide, du semi-liquide et du liquide. Donc c'est là où on avait toute cette stratégie en fait de développement produit pour avoir la gamme complète. NAC, c'est la gamme complète, performante, éco-responsable pour l'ultra-distance. Donc Puis c'est là où ça s'est enchaîné. c'était le résultat de notre expérience de l'UTHC, tu sais, quand on voyait le nombre de produits qu'on devait avoir et à quel point c'était vraiment casse-tête parce que tel produit t'apporte, mettons, juste du sucre, celui-là, il t'apporte juste des électrolytes. Putain, génial, quoi. Donc là, en gros, si je suis plus capable d'avaler ce produit-là, ben, j'ai plus d'apport en glucides. Donc là, en fait, c'est là qu'on a eu l'idée de créer en fait cette science de l'ultra-énergie qui nous permet d'avoir tout ce dont tu as besoin dans tous les produits de la gamme et après, tu n'as plus à te casser la tête. Si tu es capable d'avaler que du liquide, ben, tu auras ton énergie sous format liquide. Tu n'auras aucun problème, tu pourras continuer d'avancer avec une énergie stable. Et c'est là qu'on s'est dit qu'avec cette solution-là, on pouvait simplifier le milieu de la nutrition et simplifier en fait l'accès au sport tout simplement et de permettre à tout le monde d'être capable de finir une ultra distance simplement en mangeant ce qui est capable de rentrer avec du NAC. Donc, tu bouffes du solide, tu bouffes du semi-liquide qu'on va lancer prochainement, tu bouffes du liquide. Bref, il y aura tous les produits dans la gamme NAC pour pouvoir vraiment t'alimenter à 100% sur un ultra sans être écœuré, en ayant tous les apports dont tu as besoin, quoi. Je pense que c'est là aussi qu'il y a eu le côté game changer. Puis tu viens de mettre les mots qui ont fait vraiment ce changement-là, ce pivot-là dans le monde de l'ultra. C'est l'ultra-énergie. C'est de se dire qu'on a plus besoin d'une duplication de plein de produits pour arriver à nos fins. Puis comme tu dis, il faut réussir à rentrer toutes ces choses-là dans la même heure ou dans le même bloc entre deux ravitaux pour réussir à aller chercher tout ce qu'on a besoin. Et là, tu as de tout. Puis moi, je raconte tout le temps que quand plus rien rentre, les gaufres rentrent encore. Tu sais, à la CCC, je veux dire, il n'y a plus rien qui rentrait à partir de Valorcine. Je confirme que les 2 dernières montées, la petite gaufre cassée en 4, prenait le temps de la manger, elle finissait toujours par passer. Puis même si tu te dis en termes de calories, je pense que la gaufre, je ne veux pas dire n'importe quoi, elle est 140. Tu te dis, j'ai réussi à en rentrer une par heure. C'est pas suffisant, on s'entend, mais l'estomac est démoli. C'est une course qui est brutale. Ben, au moins, je réussis à rentrer quelque chose autre que du coke. Puis, on sait, on a tous déjà fini un ultra sur le coke, mais il en manque pas mal plus que là, tu réussis d'avoir une combinaison, tu vas chercher ton sucre dans le coke, puis dans ta gaufre qui semble anodine, qui passe, puis qui est toute petite, ben, au moins, tu vas aller chercher un peu de tout pour réussir à finir, puis te rendre jusqu'au bout. Puis ça, c'est le meilleur exemple. Moi, il y a un moment où je perds le contrôle de l'estomac parce que j'oublie de manger ou je mange trop. Il y a une erreur qui se fait en cours de parcours, mais au moins, je sais que j'ai toujours la gaufre qui va venir me sauver la vie, puis qui va aller me donner un peu ce qui me manque partout, là. Ouais, les gaufres, elles font un carton. Vraiment, tout le monde nous donne le même feedback là, pour le pendant. C'est incroyable. Puis les 2 nouvelles saveurs. Quand il y a juste ça qui rentre, tu es content de pouvoir alterner entre 4 variétés et non 2. Ouais, c'est ça. On a eu beaucoup le retour que ça prenait plus de diversité dans les gaufres. Et puis du fait, ben voilà, on a pallié à ça en lançant les deux nouvelles saveurs en octobre. Donc chocolat et sirop d'érable en plus pour toucher à nos racines d'ici. Et puis c'était top, quoi. Ah oui, exact.
Vous êtes des gars qui avaient beaucoup d'ambition. On le sent dès les premiers balbutiements de NAC, il y avait cette ambition-là. Aujourd'hui, je vous entends, puis on dirait que la passion est encore autant présente 6 ans plus tard. L'ambition, moyen, long terme pour NAC, c'est quoi? Alors, Les numéros 1. ouais, c'est d'être les numéros 1 donc de la nutrition sportive pour l'ultra-distance partout dans le monde. Et on pense que vraiment, c'est notre DNA, là, c'est vraiment ancré dans notre histoire. On est des passionnés d'ultra, on a la communauté on a des ambassadeurs qui sont incroyables. Je pense que la spécificité de NAC aussi, c'est qu'on est vraiment ultra connecté à notre communauté et que tous les produits qu'on développe aujourd'hui sont la résultante d'un process qui a été vraiment défini de aller chercher le besoin, de essayer de comprendre quel problème on va résoudre chez nos athlètes pros. Donc, tous nos produits sont développés donc, en collaboration étroite avec les Mathieu Blanchard, les Marianne Hogan, les Thibaut Garivier, etc., qui nous permettent vraiment de comprendre comment on va résoudre les problèmes des top athlètes et comment on va amener ça à tout le monde. Voilà. Ouais. Exact. Au final, ce qui marche, peu importe le niveau. S'il y a bien quelque chose où le commun des mortels qui fait le mid-pack ou le backpack d'un ultra ou une Marianne Hogan de Mathieu Blanchard, c'est que tout le monde doit consommer. Puis moi, j'aime toujours l'expression que l'ultra, c'est une compétition de nutrition dans laquelle il y a un petit peu de course. Mais au final, c'est ça, on le disait tantôt par rapport à vos premières expériences en triathlon. Puis n'importe qui va aller se pousser sur un effort moyen-long. On le sait que la nutrition est clé là-dedans parce que quand tu ne réussis plus à rentrer quelque chose ou quand tu ne consommes pas les bonnes choses, tu vas avoir des carences. Puis c'est là que les jambes se mettent à te faire mal. Puis on l'a tous vécu, l'expérience où tu te dis après 30 kilos, mes jambes sont démolies. Puis à un moment donné, tu reprends le dessus sur ta nutrition, puis ça se règle. Puis c'est une compétition de nutrition rendue là, que ton objectif soit de gagner l'UTMB ou de le finir avant la fin du cut-off. Ça demeure le même objectif. Tu as toujours 3 piliers, de toute façon, dans de l'ultra et dans n'importe quelle compétition d'endurance. C'est la tête, les jambes et l'estomac, quoi. Donc, il faut arriver à donner le carburant dont tes jambes elles ont besoin et puis à être bien préparé aussi mentalement pour aborder un gros événement. Et c'est la résultante de ces trois gros piliers-là que tu dois travailler, quoi. Ouais, c'est clair. Les gars, c'était un plaisir de jaser d'entrepreneuriat, de sport avec vous. C'est quoi les prochains défis sportifs? Revenons aux athlètes. J'ai vu que Mine t'a fait le Squamish 50-50, puis pas gênant d'ailleurs, 8e place au général. Ça, c'est une course où tu fais un 50 miles le samedi, le 50 col le dimanche, c'est ça? C'est ça, ouais. C'était une expérience incroyable. Félicitations d'ailleurs. Écoute, merci beaucoup. C'était vraiment génial. Et pour une première participation, je m'étais super bien entraîné pour ça. Et donc, je pense que l'année prochaine, je vais sûrement faire un 100K. Je pense pas que je vais faire un 100 miles parce que ça demande quand même beaucoup, beaucoup de temps. Puis, on a un programme très, très chargé avec NAC. J'ai pas encore vraiment défini tout mon planning pour l'année prochaine, mais je vais sûrement mettre un 100K quelque part, donc au Canada ou aux États-Unis. Et puis après avoir des petites courses autour qui vont permettre de me motiver, de m'atteindre, de m'aider à atteindre ce palier-là. Donc sûrement genre un 30, un 50 avant ça. Oui, de ton côté, qu'est-ce qui t'attend en 2023 côté course? Écoute, je pense que j'irai. Donc, j'ai le deuxième enfant qui arrive là dans quelques semaines. Donc, j'ai un peu, réduit mes ambitions sportives pour l'année prochaine, mais assurément, je m'alignerai sur une course probablement aussi autour des 100 kilos, avec pour objectif en fait d'avoir les points nécessaires pour participer à la Diagonale des Fous. Ça fait plusieurs années qu'on convoite cette course et qu'on veut aller y participer avec Mine et puis d'autres amis. Donc, écoute. Le but, ça va être à un moment donné d'aller s'aligner sur cette course-là. Et puis après, en fait, j'ai envie d'aller participer à pas mal d'autres grandes courses. L'UTMB, c'est une course qui me fait de l'œil aussi. Il y a pas mal de gros ultras sur lesquels j'aimerais aller. Et puis, dans tous les cas, je pense qu'on s'y déplacera aussi avec NAC. Donc, même si c'est juste des reconnaissances, de parcours, d'aller courir dans ces environnements-là, c'est top. J'ai été à Chamonix cet été pour l'UTMB. Et pour le marathon du Mont Blanc, donc ça m'a permis encore, d'aller passer du temps dans les montagnes, donc d'associer encore l'utile à l'agréable. Et c'est vraiment quelque chose, sur lequel je prends énormément de plaisir et que je veux continuer à garder. Donc, on va voir un peu pour les objectifs de l'année prochaine, mais un des gros objectifs, ce sera d'aller participer à la Diag, c'est sûr. Très cool. Écoute, pour des gars dont la passion, c'est le sport, d'être dehors, d'être à l'extérieur, en plus d'avoir
cette volonté-là de faire de l'entrepreneuriat, d'être vos propres patrons. Je trouve que vous avez vraiment tout mis ça ensemble dans NAC parce que là, on peut aller faire une course comme coureur dans votre cas Ouais. et tant qu'à être là, faire de la représentation puis faire du développement des affaires parce que, je veux dire, on est sur place, on est aux côtés de l'athlète qui ont besoin de savoir ce qui est NAC. Fait que j'ai l'impression à vous écouter, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais que vous avez comme trouvé votre parfait équilibre entre tout ce qui vous passionne, tout ce que vous aimez, mettre ça dans une boîte, puis ça fait le package parfait. Hein. Bah, c'était le rêve pour nous, tu vois. Tu sais, on a voulu quitter Groupon justement pour faire vraiment quelque chose, tu vois, qui nous passionne et dans lequel on s'épanouisse. Enfin, tu passes tellement de temps à travailler dans ta vie, tu vois. Enfin, autant que cette partie-là soit quelque chose d'ultra enrichissant et c'était vraiment un de nos objectifs entrepreneurial et de vie. De trouver quelque chose voilà, dans lequel on s'épanouisse et puis qui nous permette de mêler en fait vie professionnelle et vie personnelle, tu vois, sans parfois en voir les limites. Donc non, on est super chanceux de pouvoir vivre ça de cette manière-là. Non, c'est cool de vous écouter, de vous entendre. Les gars, j'ai compris la fibre compétitive entre vous deux. Vous le savez, ça fait 120 épisodes que je termine avec les questions éclairs NAC. D'habitude, quand j'ai un duo, je change la formule. J'y vais avec une formule sans la vitesse, puis on est plus à voir si les deux personnes se connaissent bien. J'ai comme pas de doute à vous voir que vous auriez eu 10 sur 10. Vous vous connaissez, vous êtes comme un vieux couple. À la place, on va faire une compétition de questions éclairs NAC. Vous serez en compétition avec les autres qui ont participé par le passé, mais des fois, la distance fait qu'il y a un petit délai. Par contre, les deux, vous êtes dans les mêmes conditions. On va pouvoir comparer. Puis j'ai 2 séries de questions différentes. Fait que vous pouvez même écouter l'autre puis voir ses réponses, parce que vous n'aurez pas les mêmes. Fait que le hasard a fait que, pile ou face, William, c'est toi qui commence. Allez, vas-y, feu. Tu me dis quand tu es prêt, on calcule ça, le chronomètre. Après ça, mine, ça va être le temps à battre. Allez, vas-y, je suis prêt. Route ou trail? Trail. Des plus ou des moins? Des plus. Bière ou vin? Bière. Bâton ou pas de bâton? Bâton. Question NAC, gaufre ou bar? Bar. Veste ou ceinture? Ceinture. Charlevoix ou Gaspésie? Ah, Charlevoix. Sucré ou salé? Sucré. Rock ou hip-hop? Hip-hop. UTMB ou Western States? UTMB. 18 secondes, William. C'est une marque très... Tu as mis la barre haute pour Mine. Ah, tu vois, je suis déçu quand même. Mais écoute. J'ai aimé quand même, j'ai senti que tu as pris le temps de répondre. Moi, je raconte toujours la fois. Oui, où alors je voulais quatre, pas répondre des bêtises. Voilà, je raconte tout le temps quand Jeff Cochon, l'épisode 4, j'y demande route ou trail. Jeff Route. part à fond de train. Route. Quoi? Donc, 18 secondes et le score à battre. Je rappelle que je pars le chronomètre lors de la première réponse de mon invité. Donc, il faut que je garde les mêmes paramètres pour comparer des pommes avec des pommes. Mine, prêt? Oui, prêt. Route ou trail? Trail. Été ou hiver? Été. Sentier roulant ou technique? Technique. Monter ou descendre? Montée. Question d'acte. Melon d'eau ou lime? Melon d'eau. Sucre ou casquette? Casquette. Minimaliste ou maximaliste? Minimaliste. Chat ou chien? Chat. BC ou Québec? BC. UTHC ou Squamish? UTHC. Oh, damn! Wow. 18 secondes et je tiens à dire que quand j'ai stoppé, c'est la première fois qu'on va se rendre dans les centièmes de seconde parce que je ne l'ai pas montré à l'écran, mais Will, tu avais 18 secondes 95 centièmes. Non! Et Mine, tu as 18,93. Fait qu'on est à 2 centièmes. Si Yes! on avait un doute après tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui de cette belle complicité-là puis de ce niveau qui se maintient, j'ai l'impression que vous êtes deux, autant comme entrepreneur que comme athlète, vous vous tirez vers le haut. Chacun amène l'autre dans ses meilleures qualités puis toujours vers le haut. Là, on a la preuve même mathématique de ça, que même aux questions éclair NAC, vous êtes à 2 centièmes de seconde. Mais c'est Mine le gagnant. Je pense qu'il mérite une main d'applaudissement. Yes. Bravo, bravo, bravo. Écoutez, les gars, c'était vraiment un grand plaisir. Avant qu'on se laisse, j'ai 2 petits points de fin d'épisode, quelque chose de nouveau que je commence aussi aujourd'hui, puis vous allez casser la glace. Il y a mon ami Étienne Dugas qui a lancé une maudite bonne idée, celle de faire une playlist Spotify pas sortie du bois. Fait que je vais demander à chacun de mes invités pour les prochaines semaines, prochains mois, c'est quoi leur chanson de course pour les crinquer, pour les motiver. Je vais tout rassembler ça, puis d'ici quelques mois, peut-être début 2023, on pourra lancer la playlist Spotify pas sortie du bois, puis l'alimenter au fur et à mesure que les invités me répondent. Mine, le grand gagnant, à toi l'honneur d'être le premier à répondre. C'est quoi ta chanson de prédilection pour te crinquer? Wow. Écoute, sûrement une chanson d'Eminem. Une chanson Eminem, d'Eminem, Mockingbird, sûrement. J'aime ça, c'est vrai que ça Rap God. crinque.
Ah, Ouais, ça me Rap craint de God, ouf, c'est ça. bon. Quand il part sur la section record Guinness où il enfile les mots, je veux dire, Ah, tu es obligé de monter le pace, là. ah, yes. Ah, j'aime ça. Du Eminem en partant, cette playlist-là va être complètement folle. Will, ta chanson de Écoute, prédilection? écoute, culture rap française qui fait référence en fait à mes années natation. Pour moi, ce sera NTM comme des fous. Écoute, c'est une musique de rap assez agressive, mais qui te crinque. Quand je faisais la natation, je faisais surtout des distances sprint en fait en 50 et 100 mètres nage libre, et je me mettais ça systématiquement avec un de mes amis Bertrand avant les courses, et c'était à fond dans les oreilles, et c'était pour partir comme des fous. Alors surtout à ne pas faire en ultra d'ailleurs, mais en tout cas, pour moi, ce sera celle-ci. C'est bon, ça. Je sais pas pour l'Ultra, pour une chanson, une playlist d'avant Ultra, j'ai l'impression qu'il faudrait pas y aller avec cette playlist-là, le Rap God et tout ça. Je pense que ça nous prend comme du Beau Dommage ou, je sais pas, du Jean-Michel Blais sur le piano. Il faut se calmer, il faut y aller à la cool pour commencer. Mais j'aime vos choix. Ouais. Écoutez, la playlist Spotify Pas sorti du bois va commencer à se construire maintenant, puis ça va être sous le signe du hip-hop qu'on va commencer ça. Dernier point, le 20 novembre, j'ai un enregistrement devant le public. La deuxième fois que je fais ça, ce coup-là, ça va être au Noctem, dans leur usine. Il y a une salle de dégustation. Puis vous le savez, depuis quelques semaines, à chaque épisode, je fais des concours de vitesse. J'ai reçu des vocales. Écoute, il y a eu tout plein de concours. Ça a été assez divertissant. Aujourd'hui, je veux vraiment, ça va être la dernière fois qu'on va en faire un d'ici l'enregistrement devant le public. Je vais y aller avec une question que seuls les vrais fans vont pouvoir répondre rapidement parce que ça va demander de la recherche si vous n'avez pas écouté le dit épisode. Dans les premiers mois du podcast, j'ai reçu un coureur, un aventurier de Québec qui se lance dans des projets qui ont souvent une portée historique. Je ne vous dis pas son nom, je ne vous dis pas le numéro de l'épisode. Puis dans l'épisode, il m'explique c'est quoi l'esprit gringo. Fait que les deux premières personnes qui vont paraphraser les mots de cet invité, qui vont m'envoyer ça par Messenger ou Instagram. Les deux premières personnes vont chacun se mériter une paire de billets pour l'enregistrement du 20 novembre. Donc, voilà, ça va demander un peu de recherche pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que je viens de dire. Puis ceux qui le connaissent ou qui la connaissent vont faire ça en 2 secondes. Fait que c'est là qu'on va découvrir les vrais de vrais fans. Vous l'êtes tous des fans, Bon. je blague. Mais là, on est allé plus dans l'historique. Là, quand le Ceux qui record ont des les questions... références, quoi. Exact. Dans le temps que les questions avec l'arnaque, c'était du 25 secondes. Là, maintenant, il y a de la plaque de carbone. Je ne sais pas ce qui se passe, mais les records descendent. C'est quoi le record actuellement là? C'est quoi? C'est 10 secondes. 10 secondes pour 10 secondes. questions. Chez les femmes, il y a du 12 secondes, mais le record ultime, c'est le grand Manitou Yvan Lheureux qui est venu à peu près 8 fois au podcast. Il n'y a que Marianne qui est venue plus souvent que lui, je pense, mais 10 secondes. Puis il faisait ça en montant les escaliers du Cap-Blanc à Québec. Donc, on était en balado-réalité. J'avais mon sel, j'ai posé les questions, puis il a répondu 10 secondes, 10 questions. C'était très fort. Très fort, très fort. Mais il y a quand même une palme aussi à décerner de ton côté avec la rapidité à laquelle tu poses les questions et ton art de les réaliser. C'est très fort. Écoute, c'est des exercices de diction. Je dis le PAS-SORTI, DUBOIS Tout à tellement fait. souvent dans les pubs de début d'épisode qu'à un moment donné, la langue s'est déliée puis je peux poser les questions rapides. Très fort, très fort. Encore Les une fois, une gars, question d'entraînement. exactement, et voilà, comme dans n'importe quoi. Les gars, merci vraiment beaucoup d'être venus. Je le disais à la blague au début, il était temps que je vous reçoive. Vous avez été, puis je tiens à vous remercier puis à vous le dire avec une preuve micro enregistrée quelque part, mais merci énormément. Vous avez contribué à ce succès-là qui n'est pas sorti du bois. Le succès modeste, c'est une toute petite communauté, le trail, mais cette montée en puissance-là, le fait que maintenant, c'est plus juste un podcast, mais que moi, ça m'apporte énormément. C'est une communauté d'auditeurs qui s'est créée autour de ça, puis les gens m'écrivent, puis il y a de l'échange, puis les gens me parlent de leur plan d'entraînement pour l'an prochain, puis ils me disent hey, c'est une bonne idée, telle course, puis il y a de quoi qui s'est créé autour de ça qui est vraiment trippante. Là, je commence à avoir des gens qui m'écrivent « Hey, j'ai commencé à écouter ton podcast il y a 1 an et demi, je me suis mis à courir à ce moment-là, puis ils ont complété leur première course cette année. » C'est des histoires que moi, ça me touche énormément de savoir que ce petit projet-là que je fais en sideline, ce projet-là qui est de juste jaser avec des gens, que ça fait des petits comme ça. Puis vous avez été les premiers à y croire avec les questions avec l'arnaque. Puis ensuite, dès l'épisode 12 avec Mathieu, vous êtes devenu le partenaire officiel et tout. C'est vraiment un grand honneur, un grand plaisir de vous avoir comme collaborateur là-dessus. C'est vraiment, vraiment une chance que j'ai. Un gros merci. Le plaisir est partagé. Et un énorme bravo pour tout le succès. Là, c'est incroyable. Donc, c'était vraiment logique pour nous, tu vois, d'embarquer dans ce partenariat. Mais je tiens aussi sincèrement à te retourner
le merci, parce que au-delà du support qu'on donne au partenariat, c'est aussi toi qui nous supporte énormément et qui a fait découvrir en fait NAC à des tonnes de coureurs qu'on retrouve et qui viennent finalement utiliser ce PADU. Je l'ai pas. PAS, BUBOIS, le pas sorti du bois sur notre site et du coup voilà, ça nous permet de faire connaître la marque en fait à toutes ces personnes-là. Donc merci énormément à toi, merci à la voix que tu portes dans le trail, à l'essor que tu permets aussi du trail. C'est une discipline qui est grandissante. C'est un des sports les plus en croissance aujourd'hui sur la planète. Et puis, c'est super d'avoir des personnes avec des belles valeurs, tu vois, qui véhiculent en fait toute cette croissance dans la discipline. Donc, merci mille fois et merci à toutes les personnes qui sont venues en fait essayer les produits NAC et qui sont devenus des adeptes depuis. Ah oui, mais merci à vous autres. Écoute, je pense que c'est une collaboration qui est gagnante-gagnante. C'est toujours le seul objectif. Puis moi, c'était important en lançant le podcast. Je me disais peut-être un jour, j'aurai des partenaires. Tu sais, quand tu pars ça, tu sais pas ça va prendre combien de temps et tout. Puis je m'étais dit, je fais pas ça pour gagner ma vie avec ça. C'est un passe-temps, c'est que du plaisir. Fait que je vais m'associer avec des compagnies en lesquelles je crois. Bien sûr, je les produis, je les consommais bien avant de faire le podcast, puis qui ont des valeurs à bonne place. T'sais. Puis je pense que c'est exactement ça qui se passe avec NAC, puis c'est ce que je recherche, puis c'est ce qui fait que Capic et Noctem sont entrés aussi dans le giron et pas sortis du bois, c'est que c'est des compagnies c'est les humains derrière qui m'ont charmé, qui m'ont dit « OK, go, on embarque, les valeurs sont là, le produit est là, fait que j'y crois. » J'accepterais pas une compagnie qui m'approchait, puis « Hey, on veut devenir partenaire officiel, on te donne tant. » Je m'en fous, je veux dire, c'est flatteur, mais moi, c'est un passe-temps, puis tant que ça reste comme ça, puis tant qu'on s'associe à des compagnies à lesquelles on croit, ben on n'est pas en train de faire une promo de début d'épisode puis se croiser les doigts en se disant hey, « je suis en train de me pervertir » ou « je suis en train d'aller à l'encontre de mes valeurs ». Au contraire, c'est tout le contraire. En fait, moi, ça marche pour moi, puis j'espère que les gens vont le découvrir, puis peut-être que ça marchera pour eux aussi. Là. Un gros merci. T'es un passionné et ça fait tellement plaisir, quoi. Genre, comme tu le dis, c'est vraiment tes valeurs, etc. Et tu le fais pas ça pour l'argent, tu le fais ça par la passion. Et nous, c'est ce qu'on recherche aussi dans tous nos partenariats, quoi. Ben écoute, c'est gagnant-gagnant. Merci les gars. Un grand plaisir d'avoir pu enfin vous jaser autour d'un micro. Comme d'habitude, je termine. D'habitude, je dis tout le temps, je termine en remerciant Will et Mine de NAC. Ben là, je vous remercie, vous êtes là. On vient de s'envoyer des fleurs dans les derniers 5 minutes. Merci bien sûr à David Hébert pour le design graphique. Merci à Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.